Bonsoir à tous. Écoutez, on est très très content de recevoir Maro Engel ce soir, le pilote Mercedes AMG en GT3 notamment. On est très ravis, on est ravis de le recevoir, pardon, et on va l'interviewer avec Nathan. Bonsoir Nathan, Bonsoir. comment vas-tu? Très, très en forme, très heureux d'être ici et impatient de faire cette interview avec toi. D'accord. Bah écoute, je suis ravi que tu sois avec moi et puis avec Willy qui est aux manettes et puis Virginie Hello. qui est là aussi Bonsoir, pour gérer bonsoir les questions du messieurs. chat. Voilà. Bonsoir Virginie, bonsoir Willy et bonsoir Maro. Bonsoir, bonsoir tout le monde. Bon, merci beaucoup d'avoir accepté notre invitation. Avec plaisir, c'est cool de discuter du motorsport avec des passionnés. Exactement. Alors, Maro, on a eu le 11 décembre, c'était un vendredi, je crois. On a interviewé à ta place, il y avait ton voisin et coéquipier Vincent Abril, le français, évidemment, que tu connais plus que bien. Et puis, bah, il nous manque plus que Lucas Stolz, et puis c'est bon, on a le line-up. Voilà. On va lui apprendre un peu plus de français avant, je pense. Voilà, c'est ça. C'est ça, exactement. Pas que avec deux équipiers, on va dire, qui parlaient que français, un ingénieur français, un ingénieur perpo français. Je pense qu'il est sa dose de français, il l'a eu cette année passée là. C'est vrai, c'est vrai. Enfin, en tout cas, Vincent n'a pas parlé allemand et on s'est régalé avec lui. On va se régaler avec vous, évidemment. Alors, pour nos abonnés qui nous suivent, on a un groupe Facebook avec 2500 membres, un petit peu plus même, de tous horizons, hein. Il y en a même au Maroc, il y en a au Canada, à Montréal, il y en a un peu partout. Donc, pour rappeler quelques faits marquants de ta carrière, Maro. Donc, en 2014, vainqueur de la Coupe GT de Macao. En 2015, vainqueur de la SJM GT Cup Coupe du Monde FIA, avec une très très belle victoire. Et en 2016, vainqueur des 24 heures du Nürburgring au général, ce qui n'est pas rien du tout, avec la pole position et le meilleur tour en course. Là, tu étais chez Black Falcon, Black Falcon qui est, je le rappelle, l'écurie qui a cédé et qui est passé donc Optra Sim Team. Et en 2018, vainqueur à Suzuka des 10 heures avec Tristan Vautier qu'on a reçu il n'y a pas longtemps, Maro, le français. Tu étais accompagné de Raffaele Marcello. Et puis en 2018, un très très beau trophée, même si tu en as beaucoup derrière toi. Il n'y a pas que cela, évidemment. Tu es le vainqueur du Blancpain GT Series Endurance, qui est aujourd'hui le GT World Challenge Endurance, aux côtés de Yelmer Burman, Maro Engel, bien sûr, toi-même, et Lucas Stolz en pro. Voilà, donc tu as une très très belle carrière. Et puis j'avoue qu'avec Nathan, quand on a préparé l'émission, on s'est remémoré un petit peu ton passé depuis le début. Ça nous a on a pris 2 jours. Voilà, il nous a fallu deux Ouais, jours. la liste était longue. Exactement. J'ai Alors vu que Maro, c'est un peu âgé, c'est pour ça. ouais, exactement. Donc tu as 30, enfin, vous avez 35 ans, pardon, 366 courses, 28 victoires et 82 podiums. Ça avait plus que moi. Voilà, c'est à peu près ça. Il en manque peut-être quelques-unes, hein. Parfois c'est pas toujours à jour entre guillemets, mais 82 podiums et 28 victoires, c'est juste magnifique. Voilà. Alors la première question qu'on va te poser, avant que je laisse la main à Nathan, comment vous est venue cette le sport automobile? Je sais que vous avez commencé en karting, mais comment ça s'est fait? Est-ce que c'était pendant vos jeunes années à Munich? Voilà, comment ça s'est fait? Comment vous en êtes venu à, à devenir pilote, tout simplement? Euh, alors j'ai eu la chance, on va dire, que mes parents ont déménagé à Monaco quand j'avais 3 ans. Donc j'ai grandi à Monaco. Et, grandissant à Monaco, je pense que le sport automobile il est toujours présent toute l'année. Les voitures sont très présentes. Après, mes parents me disent toujours que même avant de venir à Monaco, j'avais toujours la passion pour les voitures et j'adorais les voitures. Donc la solution, quand je n'étais pas content, c'était de me mettre en voiture et peut-être même me laisser en voiture pendant qu'ils étaient à la plage. Donc j'avais toujours cette passion pour les voitures. Et donc en assistant au Grand Prix en tant que petit gamin, c'était un rêve, ça a fait grandir un rêve aussi de conduire des voitures de course moi-même. Puis à l'âge de juste avant mon 6e anniversaire, en fait, j'étais à la crèche avec Nico Rosberg, qui est un très bon ami, ou voire un de mes meilleurs amis.
Et son père lui a acheté pour son 6e anniversaire un go-kart et a demandé à mon père s'il voulait pas m'en acheter un aussi pour qu'on puisse en faire ensemble et comme ça passer un peu les week-ends en famille et s'amuser. Et heureusement, mon père il a dit oui. Donc ça c'est le début, on va dire. Après, bien sûr, bon, beaucoup de week-ends passés et au bout d'un moment, j'ai eu l'idée de faire une course régionale qui s'est bien passée. Je crois que c'est le trophée de Valoris à l'époque. Oui. Carte Valoris, oui. de paille, c'est intéressant. Puis un championnat régional, puis ensuite national, et ainsi de suite, jusqu'aux épreuves internationales en karting. Et puis, au fur et à mesure, plus j'en faisais, plus j'avais envie d'en faire, mieux je devenais, et plus le but et le rêve s'est concrétisé pour devenir pilote. Bien sûr. Nathan, tu avais une question justement, on parlait de... Oui. En 2002 à 2007, ça a été BMW Junior et F3. Et à partir de 2008 jusqu'à 2011, ça a été le DTM. Et comment ça s'est fait le fait de se dire, voilà, j'étais sur une voiture ouverte, monoplace, et d'arriver sur une voiture fermée comme les voitures de DTM. Comment ça s'est fait l'adaptation? C'est vrai que c'était complètement complètement quelque chose de différent. Je me rappellerai toujours mon premier test en DTM, de la voiture fermée, une position, on était quand même assis assez loin en arrière, on n'était plus assis central. D'un coup, il n'y avait pas deux mécanos qui travaillaient sur la voiture, mais il y en avait 10 à l'impression. Il y avait plein de choses qui changeaient un petit peu. Et logiquement, la voiture, elle bougeait plus. J'avais conduit différentes voitures de Formule, donc les Formules, les W Junior, les Formule 3, les Formule 3000, mais jusqu'à ce moment-là, pas de voiture de tourisme. Bon, les TM de l'époque, c'était pas comme elles étaient jusqu'à présent, c'était pas vraiment des voitures de tourisme, c'était plus on va dire des monoplaces couvertes. C'était plus un entre-deux, on va dire. Beaucoup de charges aéro. Par contre, oui, beaucoup plus de mouvement qu'une voiture de Formule. Une voiture de Formule, elle bouge pas, elle botte moins. Donc, il y avait quand même des grosses différences. Mais j'ai adoré l'expérience. C'était au Mugello en Italie et puis c'est un sacré circuit aussi pour essayer pour un premier test en DTM. Et comme vous avez commencé en karting, puis en monoplace, alors je crois qu'on me dit dans le chat que vous étiez pilote officiel Cosmic Kart, c'est ça? C'est vrai, oui. J'ai couru avec Maréchal. Ouais. Avec Maréchal, qui suit toujours d'ailleurs carte à Francorchamps, à Spa. J'ai passé un petit peu des étés là-bas et c'était un super team pour moi. J'ai beaucoup appris dans ce team-là. Et puis ensemble, on a fait le championnat d'Europe, divers manches, le championnat Belgique, le championnat d'Italie. Donc, c'était Ouais. les différents championnats. Et surtout, je me rappellerai une été où je suis resté chez mon mécanicien qui lui était pilote aussi, très bon pilote aussi, Karen Durton, un petit peu aussi en monoplace plus tard. Et on a passé l'été à Francorchamps et pour moi c'était une bonne été pour essayer pour rouler sous la pluie surtout. Ouais, effectivement. Il fait pas beau en Belgique, hein. Il fait moins beau qu'à Monaco, Maro. On va dire à Grasse où on avait la piste ici derrière nous. Ouais. Donc, on a passé pas mal de temps sous la pluie et de suite, ça a payé parce que la prochaine manche de championnat d'Europe en Italie du Sud, elle était sous la pluie et puis ça a bien marché. Ouais. Et je pense que vous avez encore pas mal de contacts avec Nico Rosberg. J'imagine qu'il n'est pas très loin de vous. On sait qu'il habite à Monaco, bien sûr, voilà, comme d'autres, hein, Valtteri Bottas aussi, et j'en passe énormément. Voilà, vous parlez un petit peu de ces jeunes années, de vos débuts. Ça vous arrive encore d'en parler ou pas? Oui, Ou vous êtes passé à autre chose? aujourd'hui, le thème on va dire, entre Nico et moi, c'est plutôt surtout nos enfants. Donc, on a une petite fille de 2 ans et demi et lui, il a 2 filles qui ont 3 ans et demi et 5 ans maintenant. Ouais. Donc, on parle surtout de ça quand on se parle, mais bon, on a toujours, bien sûr, un peu de contact et de temps en temps, on sort des anciennes, des vieilles photos qui sont juste magnifiques.
surtout avec, de temps en temps, ça m'arrive avec Bernd Schneider, qui, d'ailleurs, juste hier, j'avais vu des photos chez ma mère de cette époque-là, parce qu'on a eu la chance, Nico, de toute manière, avec son père, bien sûr, il avait l'ultime maître, on va dire, en tant que père. Moi, personnellement, en grandissant à Monaco, c'était fabuleux, parce qu'à cette époque-là, il y avait Bernd Schneider, il y avait Michael Schumacher dans ses premières années, et tous ensemble, on roulait à la même piste de kart. Donc, en tant qu'Allemand, vite fait amis aussi, et Bernd, je me rappellerai toujours, c'était le premier à me mettre les quilles sur la piste de kart et d'expliquer la trajectoire. Ouais. Où est-ce qu'il fallait que je freine. Il me disait, bon, écoute, tu vas me positionner à un certain point, tu vas freiner quand tu arrives à moi, tu vas tourner après la quille, ainsi de suite. Et ces photos-là, c'est juste fabuleux, surtout après, pour moi, ayant pu rouler avec lui dans sa dernière année en DTM, et puis plus tard, en 2016, gagner les 24 heures du Nürburgring avec lui, c'est magnifique. Donc ça, et puis bien sûr, bon, la légende de Michael Schumacher, c'était fantastique pareil de voir un petit peu de près comment il abordait le sport auto et rouler en kart avec lui. Ouais. Alors, juste, parce que je n'ai pas précisé, un petit peu ému, on va dire ça comme ça, on va débriefer, pas dans le détail, hein, mais votre saison 2020, qui a été courte et intense, comme je vous l'ai écrit dans mon mail. Nous aussi, on a transpiré, nous aussi, ça nous a fatigués. Alors vous, encore plus, j'imagine, on va en parler. Et juste avant, une dernière question monoplace, je dirais. Est-ce que votre objectif, Maro, c'était de basculer ensuite en GP2 ou aujourd'hui la Formule 2 et en F1, ou dans votre tête, c'était déjà les voitures fermées, TTM, GT. C'était quoi votre objectif au final au départ? Quand moi j'ai grandi, pour moi il y avait deux catégories que je suivais, c'était la Formule 1 et le DTM. Et clairement, comme tous les jeunes de l'époque, mon but c'était la Formule 1. Et j'avais un parcours un peu traditionnel, donc karting jusqu'à 15 ans. Ensuite, les premiers pas en monoplace, ça s'est bien déroulé. Par contre, après, j'ai commis une erreur. On a commis une erreur, mes parents, en tant que choix de carrière. Quand on regarde en arrière, c'est simplement pas la bonne expérience. Et on a fait un mauvais choix. On a décidé, après une première année en Formule BMW qui s'était bien déroulée, l'année d'après où on a eu beaucoup de mal, la moitié de saison et une deuxième moitié très bonne, on a décidé d'accepter une offre de monter en Formule 3. Et aujourd'hui, je dirais que c'était simplement trop tôt pour moi. J'avais 17 ans. J'aurais pu refaire une année de Formule BMW, même si cette deuxième moitié de saison s'était très bien passée et j'ai attiré l'attention de pas mal de teams en 3. Ça aurait été mieux de faire encore une année de Formule BMW. D'accord. Ouais, on a une petite coupure. Parce qu'on a dit la Formule 3, comme beaucoup de jeunes à cette époque-là, possible. Et en fait, non, il fallait peut-être ralentir un cran et faire un pas après l'autre. Et ça a failli me coûter ma carrière parce qu'on n'avait pas le budget entier. On a fait 4 courses qui se sont pas très bien déroulées. Je pense avoir être satisfait de mon travail que j'ai fait. J'avais Timo Glock en tant qu'équipier chez AMS. En règle générale, j'étais très très proche de lui qui était dans une année de Formule 3. D'ailleurs, je crois que j'ai lancé également. Par contre, on était tous les deux un petit peu mi-gris très fort. C'était la première année de la Formule 3 Euro Series. Et donc, manque de sponsors, manque de résultats. J'avais 2 ans sans course. Donc, quand la même question s'est reposée après la Formule 3 britannique, j'ai terminé vice-champion et que j'avais des possibilités, des contacts avec des teams de Formule 1 et des discussions avec des teams de GP2, la même question s'était posée pour éventuellement faire de la GP2 et envisager une troisième place en Formule 1. Je n'ai pas trop hésité à prendre l'offre de DTM parce que pour moi, j'avais déjà vécu, on va dire, la fin de mon rêve.
pouvoir devenir professionnel. Donc j'ai saisi l'occasion et aujourd'hui, j'en suis persuadé que c'est la bonne et j'en suis très fort de cette décision. Bien sûr. Comment dire, vous devenez pilote Mercedes officiel en 2007, si je me trompe pas. En 2007, j'ai signé mon contrat Formule 3 Mercedes Junior. On a, On a Ouais. Oui, pour. Ouais, on a quelques Pardon. coupures, Maro, pardon. oui, C'est qu'on oui, on a Maro, on quelques va. coupures avec toi. Ouais, oui. Ouais. Ouais, en La connexion, 2007, la connexion avec la c'est ça. Monaco est pas simple. Ouais, ouais, Oui, ça doit être ça. oui, Non, en 2007, j'étais junior Mercedes, donc c'était oui. pas encore un contrat d'usine, mais en 2008, en DTM, c'était mon premier contrat d'usine chez. D'accord. Ok. Alors Maro, on va oublier un petit peu le passé, mais c'était super intéressant de vous demander comment un pilote comme vous devient pas célèbre, mais extrêmement performant par la suite. Et on constate, allez, à quelques exceptions près, que vous commencez tous évidemment par le karting, par la monoplace, bien sûr, et certains s'entêtent parfois à prolonger leur carrière fragile en monoplace et on se rend compte et on le voit de plus en plus, notamment avec ce qui va arriver encore avec le LMDH, le LMH, l'évolution du GT3 et du GTE Pro. On en parlera tout à l'heure, Maro, si vous le voulez bien. Donc voilà, donc on va plutôt s'attarder maintenant sur votre carrière, enfin votre saison 2020 qui a été riche et c'est Nathan qui va s'y coller avec notamment les 24 heures Series, donc les 24 heures de Dubaï en janvier. Oui. Donc les 24 heures de Dubaï qui ont lieu le 11 janvier cette année. Vous faites la pole avec la Mercedes AMG GT3 Evo. D'ailleurs, est-ce que sur cette nouvelle évolution, il y a eu beaucoup de nouveautés par rapport à celle de 2019? Alors, on a eu une très bonne voiture déjà. Ça, je pense que les résultats le démontrent. Voiture qu'on avait depuis 2016. Par contre, on a essayé d'introduire des points forts qui manquaient peut-être, où il y a eu du potentiel d'améliorer. Donc, c'est pas une révolution, vraiment une évolution et continuer le travail qu'on avait fait. Donc, des phares optimisés pour aider le pilote la nuit, un ABS et un traction control refiné, un petit peu retravaillé pour une meilleure performance. Logiquement, avec la nouvelle optique qui suit l'optique de la voiture de série, il y a eu des petits changements au niveau de la balance aérodynamique. Donc, à ce niveau-là, à rebalancer un petit peu pour les théories, il y avait un petit travail de rebalancement. On a essayé d'augmenter le refroidissement pour les freins. On a essayé de rendre plus facile à changer et plus précis surtout de changer l'angle de l'aileron derrière. Le flux d'air qui vient vers le pilote a été amélioré. Donc, beaucoup de petits points qui font un ensemble, un potentiel de changer le splitter avant en course, ce qui était pas vraiment possible, pas possible avec la version précédente. Donc, s'il y a eu un accident, un choc à l'avant et que le splitter était vraiment endommagé, la course a été finie. Donc, ça aujourd'hui, c'est quelque chose où on peut espérer à continuer la course et quand même faire un résultat. Donc ces choses-là ont été améliorées. La durée de vie sur pas mal de pièces également. Donc c'est des petits changements qui à la fin font un grand tout qui améliore le package. D'accord. Et comme vous l'avez précisé, toutes ces petites améliorations, est-ce que c'est vraiment les pilotes qui vont venir dire, là, en l'occurrence à Mercedes, ouais, il y a ça qu'il faudrait améliorer, il y a l'aileron arrière, il y a ça. Alors c'est un ensemble, c'est les pilotes et les teams. Parce que nous, donc, on les conduit. Donc il y a certaines choses qu'on ressent, qui nous manquent ou qui pourraient être meilleures. Mais après, les écuries travaillent dessus jour et nuit pratiquement. Donc c'est aussi une question de voir quelles sont les pièces fragiles, quelles sont les pièces où on pourrait mieux travailler dessus si elles étaient conçues d'une autre manière. Donc c'est un ensemble, c'est un feedback qui revient à MG, à l'usine.
et qui est ensuite filtré pour essayer de mettre dedans le plus de modifications positives possible. Une question d'Alban Borsachello que je salue, spécialiste Wake et IMSA pour notre groupe. Maro, vous avez combien de châssis par saison? Ça dépend parce qu'en GT3, donc c'est commun de courir pour plusieurs écuries. Donc ça dépend un petit peu comment on veut voir ça. Mais en règle générale, on prévoit un châssis par programme. Maintenant, on a un châssis particulier qui va faire le Nürburgring, on a un châssis particulier qui va faire le GT World Challenge. Logiquement, chez Top Sport, on a un autre châssis qui fait le GT Masters. Donc, en l'occurrence, le châssis qu'on a utilisé à Dubaï, c'était un autre châssis également. Normalement, avec la plus simple, c'est par programme un châssis. Ce qui est aussi une question pour les teams, parce que si jamais il se passe quelque chose et que vous utilisez le même châssis pour plusieurs programmes, vous avez vite fait de vous mettre dans des grosses difficultés s'il y a un souci quelque part. Si vous avez un accident, il faut savoir et pouvoir réagir. Parfait. Pour revenir sur les 24 heures de Dubaï, il y a eu un fait très marquant cette année. C'est une interruption de course à cause d'un orage qui a inondé le circuit totalement. Et après ça, malheureusement, la course a dû s'arrêter. Comment on gère cette situation? Parce qu'il y a eu j'ai vu sur Instagram des voitures qui ont été avec les moteurs noyés. Comment on gère ce genre de situation? Alors, c'était vraiment, pour moi, c'était du jamais vu. Il pleuvait. Il pleuvait assez fort. Mais bon, il pleuvait d'une manière où, on va dire, en Europe, on n'aurait pas eu peur pour des bâtiments ou pour des inondages. Dubaï était complètement inondé. C'était un truc de fou. Ça se voit clairement que la pluie dans les pensées de construction, elle joue pas un très grand rôle à Dubaï. Donc ça démontre qu'il pleut très rarement. Alors nous, dans notre course, on va dire, on a été malchanceux. Peut-être à ce moment-là, chanceux, je sais pas, mais en tout cas, on a été malchanceux que on a eu beaucoup de soucis dans la course et on a dû arrêter la course juste avant l'orage, en fait, au début de la pluie. Donc notre voiture, elle était dans le box. Par contre, j'ai vu les images, j'ai vu des voitures vraiment inondées, les voitures qui, en direction de course, étaient garées sur la droite de la ligne de départ. Ils avaient plus l'eau jusqu'à tout capot. Donc, il y avait de l'eau à l'intérieur des voitures. C'était incroyable. Le circuit, bon, vu qu'on a dû abandonner la course, je suis parti du circuit quand il commençait à pleuvoir un peu plus fort. Je suis retourné le lendemain, c'était incroyable. Il y avait encore des flaques, des inondations. C'était impossible de rentrer dans le paddock par le tunnel qui donne accès au circuit, en fait. Complètement débordé. Donc, les scènes, je me rappelle avoir été dans le hall d'un hôtel et il pleuvait dans le hall. C'était un hall parfaitement construit. On pensait aux normes. Il y avait un toit et tout ce qu'il fallait, mais ça passait à travers. Donc, ils n'ont pas le niveau d'étanchéité qu'on a ici en Europe. Donc, c'est vrai que c'est vraiment une expérience un peu surréelle. Bon. Maro, vous êtes en train de nous expliquer qu'il y a pire que le Nürburgring à Dubaï. C'est ça? Je ne sais pas s'il y a pire. À Dubaï, c'était même pas question de pouvoir rouler. C'était le virage 5, ce qu'on appelle un peu le bowl, 5 ou 6. Je n'ai plus trop en tête les numéros des virages, mais en tout cas, il y avait une plaque, je pense qu'elle avait presque 1 mètre de profondeur. Ouais. C'était impossible de penser à rouler. Et puis même, on se disait, bon, il va s'arrêter de pleuvoir.
par contre, le lendemain, cette plaque n'était pas réduite parce que il y a pas de drainage. Donc, c'était vraiment un truc surréel et personne ne pouvait vraiment y croire à ce qui nous arrivait. Ouais. Et il ne suffit pas d'être. Virginie. Vas-y, Virginie. Non, je disais, il ne suffisait pas que d'être bon pilote finalement. Ça ne fait pas tout. Je pense qu'à ce moment-là, ouais, d'être bon nageur, ça sert du temps. J'ai entendu des histoires des gens qui sont restés bloqués dans des taxis la nuit, parce que les routes étaient inondées et que les conducteurs de taxi ont tenté de passer quelque part où ça passait pas et puis ils sont restés bloqués. Enfin, des histoires vraiment incroyables. D'ailleurs, avant que Nathan poursuive, cette année à Calamy, donc qui a clôturé la saison, on va dire GT, même si c'est pas la même compétition puisque c'est Intercontinental GT Challenge bien sûr, mais Calamy a fini la saison il y a pas très longtemps, hein, c'était au début décembre, c'était pas mieux, enfin c'était moins pire, c'était pas pire bien sûr, mais ça s'est très 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 mal terminé aussi. Qui coûte la victoire d'ailleurs, qui coûte la victoire à ça y est, j'ai un trou de mémoire, qui coûte la victoire à la Honda NSX bien sûr du Honda Racing Team. Je crois qu'à Calamy, c'est juste la quantité de pluie. D'après ce que j'ai vu, c'était incroyable ce qui tombait. Parce que là-bas, ils sont encore plus à la pluie. Et c'est l'année d'avant, où on y était nous, que le drainage est très bon, mais la quantité de pluie était incroyable. Après, c'est sûr que c'était un peu dommage pour des courses d'endurance, des grosses courses comme ça, qui se font basculer ou basculent le résultat avec des faits comme ça, c'est un peu dommage. Effectivement, des conditions quand même très très spéciales et on sait nous ici qui vivons dans le sud de la France qu'en ce moment même il tombe des trompes d'eau et il fait beau tout le temps et d'un seul coup pendant 2 jours il pleut sans s'arrêter et ça cause des dégâts même dans le sud de la France. C'est pas qu'à Dubaï, c'est pas qu'au Nürburgring ou ailleurs. Voilà. Même dans les pays dits chauds, on peut avoir des situations comme ça et très dangereuses du coup, blague à part, très très dangereuses pour les pilotes et évidemment tous ceux qui vous entourent dans les stands et les commissaires de piste aussi, qu'on salue d'ailleurs, qui sont très très importants pour que toutes ces courses se passent dans les meilleures conditions possibles. Voilà. Alors Nathan, tu voulais justement rebondir sur ça, sur cette course qui va avoir lieu bientôt. Oui, qui va y avoir lieu début janvier 2021. Et Maro, vous le faites avec le Hop Racing Team. Du coup, quels vont être les enjeux pour cette année, enfin pour 2021? À Dubaï, c'est une course que pour l'instant j'ai jamais pu gagner. Et contrairement de certains de mes équipiers qui l'ont déjà gagné, je crois, 4 fois, ce serait fantastique de pouvoir la remporter et de commencer avec une victoire. Et une course de 24 heures, je pense que ça ne se planifie jamais. Il faut y aller avec les meilleures chances de son côté. Parce qu'on a une très bonne voiture, on a un super team. Je pense qu'on a un team de pilotes plus que capable. Maintenant, après, ça reste du sport et les faits de course, on verra. Mais je pense qu'on va essayer de se donner les meilleures chances de pouvoir s'aider et puis on verra la suite. Espérant qu'il n'y a pas trop de pluie. Ouais. Le départ, c'est pour quand, Maro ? Le 12. Le 12. Le 12, je partirai. D'ailleurs, ça aussi, en ce moment, c'est un challenge de trouver des vols. Je suis parti le 11, mais le 11, il n'y avait pas de vol. Donc c'est un peu complexe en ce moment. Mais bon, l'essentiel, je pense que l'essentiel aussi pour c'est tout le monde qui a fait arriver au point de pouvoir courir. C'est vraiment de pouvoir tenir les courses parce que l'existence en dépend. Très bien, parfait. Alors, puisqu'on parlait merci Nathan, on parlait justement de Dubaï et de la pluie de cette année, donc en 2020. Donc la course 2021 arrive à grands pas, mi-janvier. On la suivra sur notre groupe, bien sûr, Maro, et on vous suivra avec plein d'autres pilotes. Hein. Vous y a 36 équipages de mémoire qui vont participer à cette course
qui va ouvrir la saison de GT, on va dire ça comme ça, parce que le GT World Challenge va quand même, il va falloir attendre un petit peu. C'est en avril avec les essais hivernaux ici au Paul Ricard en mars, mi-mars. Voilà. Vous avez participé à la course, je dirais The Race. Il y a Le Mans, mais il y a aussi quand même les 24 heures de Spa et les 24 heures du Nürburgring. Alors on parlera de Spa tout à l'heure, mais j'ai quasiment regardé la course des 24 heures du Nürburgring 2020 en entier. Donc déjà Maro, pour avoir participé à cette course cette année encore avec le team HRT, donc aux côtés de Lucas et Vincent, pole position. Bon, le résultat final, on en parlera après, mais une très très belle pole position, et ça, c'est dû à quoi? Au pilote, bien sûr, on est d'accord, mais les conditions sont quand même pas les mêmes, et la Mercedes que tu avais entre les mains, que vous aviez entre les mains, était comment dire, à l'aise sur ce circuit qui au mois d'octobre est très spécial et très délicat, avec beaucoup d'humidité. Tout à fait. Je pense que c'est toujours un ensemble et avant tout, c'est un travail d'équipe. C'est un travail aussi des ingénieurs, ou surtout des ingénieurs en chef. Et il m'a mis, il nous a mis une voiture vraiment parfaite ce week-end-là. Maintenant, les conditions sur un Nordschleife, quand il pleut, c'est toujours un peu compliqué parce que en fait, le niveau de grippe change de virage en virage. C'est ça. C'est très très difficile de ressentir, de savoir quelle sera le grip exactement. C'est bien sûr, c'est aussi un exercice d'expérience parce que on se fait 2-3 frayeurs et puis on a vite compris où c'est glissant. Ouais. Et après, bon, c'est un ensemble. Je pense que, pour moi, ça a été clairement avec l'équipe un moment de fierté parce que c'est en tant que, on va dire, en tant que personnes qui se nomment ensemble. Donc il y a pas mal de personnel du team, du ancien team Black Falcon qui a suivi Hubert Haupt à rejoindre leur racing team. Et pour nous tous, c'était moi personnellement, c'est la 3e pole position pour les 24 heures au Nürburgring en 5 ans. Donc c'était une belle satisfaction. La 2e année de suite aussi qu'on a pu faire ça. Maintenant, c'était un objectif, c'était clair, c'est parce qu'il y a un avantage à partir devant dans cette course. Il n'y a pas de safety car au Nürburgring, c'est quand même assez important de partir devant et d'essayer de créer un gap dès le début. Oui. Après, bon, si vous demandez, largement, on aimerait plus gagner la course que remporter la pole position. Donc, bien sûr. Mais sur ce tour-là, c'est vrai que la voiture était vraiment parfaite et puis j'ai vraiment pu exploiter ce qu'il y avait à ma disposition. Aussi grâce au nouveau système, il y avait un nouveau système Top Qualifying 1, Top Qualifying 2. Donc en fait, avec cette voiture, c'est un mode assez compliqué pour se qualifier, pour se pré-qualifier pour la 2e partie du qualifying. Sincèrement, moi, j'ai pas entièrement compris comment il fonctionne. En tout cas, on n'était pas qualifié avec notre voiture, malgré les bons résultats qu'on avait fait dans les courses MLS. Et donc, j'ai eu l'opportunité déjà de rouler en Top Qualifying 1, à voir un peu les conditions de piste, à faire le bon choix de pneus pour le Top Qualifying 2, et m'étant qualifié dans les premiers 4 du Top Qualifying 1. Ça nous a permis donc dans le Top Qualifying 2 de remporter la pole pour la course. Ouais. Alors, j'ai regardé attentivement cette course qui, je le redis à chaque fois quand je suis en live, mais c'est pas grave, je me répète, je vieillis aussi un peu. Qu'est-ce que je vais dire? Oui, une interruption de 9 heures à peu près. La course a été interrompue de mémoire, allez, un peu avant 23 heures. Elle a repris à 8 heures le lendemain. C'était extrêmement compliqué. Les conditions de course sont terribles. Il y a la Ferrari qui vous passe devant, je crois, dès le départ. Hein, il me semble. Il y a une Lamborghini qui est pas loin derrière, si je me souviens bien. Et vous maintenez votre rythme, mais je dirais, on avait l'impression, et c'est pas méchant quand je dis ça, on avait l'impression qu'au fil du temps, notamment sur la 2e partie de course, il est compliqué pour votre voiture, notamment la 4, de garder le rythme et de garder le contact avec les 3, 4, 5 premiers. Et je me souviens que c'était pas simple pour vous. Et surtout, la question que je vous pose, Maro, c'est pourquoi
Est-ce que c'est les conditions de piste? Bon, c'est pas la fatigue parce que j'imagine que vous avez dormi. Comme nous d'ailleurs, c'était parfait. C'est bien ce format de course d'ailleurs. On peut dormir la nuit, c'est bien. Je pense que vous confondez un petit peu. Alors, à moins que quand j'ai pas bien compris. En fait, alors avec la 4, c'est vrai, la Ferrari est passée devant dès le début. Après, elle était quand même assez lente. Oui. Je pense que là, les pneus Michelin étaient quand même beaucoup plus performants dans ces conditions du départ. Et j'ai tenté à passer la Ferrari dès le deuxième, troisième virage, on va dire. Oui. Je n'ai pas tout à fait réussi de suite, où j'ai hésité un petit peu parce que je n'étais pas sûr s'il me laissait la place ou pas. Et puis, c'est quand même une course de 24 heures, ce serait dommage de trop risquer le premier tour. Donc Lelo est passé devant et il a réussi à la dépasser quelques virages avant moi. Et puis, on est partis tous les deux à créer le gap par rapport aux gens derrière nous. Et ensuite, Manuel Metzger fait un super relais après mon double relais et prend la tête de la course. Je crois que c'était la 5e ou 6e heure où on était en tête de course avec 1 minute d'avance et il y a eu une nouvelle tombée de pluie, une grosse tombée de pluie. Et Manuel était sur des pneus on va dire intermédiaires. Oui. En essayant de ramener la voiture au box, il a pris de l'aquaplaning et il n'a pas su suivre la voiture sur la piste. Et malheureusement, a heurté le rail. La fin de course pour nous avec la 4. Par contre, là où je pense que peut-être vous en souvenez, c'était la deuxième voiture. Je roulais sur 2 voitures. Oui, ça, je me souviens que vous étiez sur 2 voitures. Peut-être pour ça que je me suis un peu planté. Pardonnez-moi. Elle était encore en course et elle roulait vite, elle roulait bien. On était assez bien placé. Au restart, le matin, j'ai pu monter 4e. Par contre, malheureusement, au pit stop, il y a une roue qui n'est pas serrée. Il y a un boulon qui a cassé. Et en partant de descente, j'ai perdu la roue. Et donc, j'ai dû rentrer. On a pris un retard de 5 minutes avec ce problème-là. Et on n'a jamais su le récupérer. Et, on était hors de la bataille pour le podium. C'était un peu dommage parce que je pense que de l'une, le team le méritait. De deux, je pense que la CSAMG nous a donné une très très bonne voiture. Et puis c'est un peu dommage de ne pas pouvoir joindre la bataille pour le podium, pour la victoire, au moins avec cette voiture-là. C'est un peu un week-end dur, sincèrement, pour Mercedes-AMG, ayant perdu notre voiture en tête de course. Et puis, Oui, désolé si vous nous entendez. Il y a une petite coupure avec Maro Internet. Ça va revenir. C'est comme les 24 heures du Nürburgring, il y a quelques arrêts. Voilà. C'est le moment où je pose les questions secrètes, sans réponse. Oui. Ah, ça revient pas. Allô? Oui, ça y est, c'est revenu. Oui. Pardon. Ah non, mais il n'y a pas de mal. Il m'a dit que c'est la mienne. Faites ça plus souvent que moi. On triche un peu, on a de la fibre. On triche un peu. Mais on vous entend bien, Maro. On vous entend bien maintenant. Je ne sais pas du tout où vous m'avez perdu, mais en tout cas, voilà. Je disais juste que c'est dommage parce que il y avait toutes les chances de la remporter, cette course. Oui. Mais il y a eu, juste pour conclure sur ces 24 heures, il y a eu quand même pas mal d'abandon d'écuries qui sont sur le haut du plateau. Hein. On pense à Audi, on pense aussi aux Porsche qui n'ont pas eu de chance. Il y a quand même eu pas mal de difficultés pour les favoris, je dirais, parce qu'allez, on peut dire qu'il y a à peu près 15 voitures qui peuvent prétendre à la victoire, même un peu plus, un peu comme Aspa finalement. Même si c'est pas tout à fait la même configuration de course avec 15 catégories différentes. Voilà, il y a 2 départs avec 2 safety cars en même temps. Enfin, c'est des courses qu'on voit pas tous les jours et nous on adore ça en Europe. Et c'est vraiment particulier. Et la gestion du trafic aussi, qui est quand même très très importante et peut-être plus compliquée que les 24 heures du Mans, je pense. Donc c'était quand même une hécatombe difficile, assez compliquée pour les gros teams. Et puis BMW de Rové qui remporte avec la BM. M6 GT3
les 24 heures du Nürburgring, et puis il gagne après Spa avec Porsche, suite au show Nick Tandy. Donc voilà, c'était, comme vous le disiez tout à l'heure, Maro, je ne veux pas parler à votre place, mais voilà, c'est, comme vous le dites, c'est 24 heures. Bon là, c'était un petit peu plus court, puisqu'il y a eu 9 heures enlevées, et tant mieux pour vous, parce que je pense que les conditions étaient incroyables. Je veux vous dire que moi, personnellement, j'étais un peu déçu quand ils ont mis le drapeau rouge parce que ce moment-là, j'étais sur la 6 et je revenais fort sur les leaders. Euh, et après, je pense que c'était le bon choix. C'était difficile. Ouais. Moi, certainement, à ce moment-là, j'étais sur les bons pneus. C'est ça qui fait la différence. Si vous avez le bon pneu pour les conditions, ça va toujours mieux. Mais c'est sûr que le Nürburgring, c'est extrêmement dur et cette année encore, ça a été super dur. Pour nous, avec mes équipiers sur la 4, c'est vrai qu'on se mord un peu les dents parce que ça fait 2 ans de suite qu'on abandonne la course en tête. Mais c'est le sport auto, c'est le Nürburgring. On va se relever, on va retenter ça en 2021 et retenter de remporter cette belle course parce que c'est juste une course magnifique et pilote, c'est magique. Elle sera un peu plus tôt cette année dans la saison et le temps sera peut-être un peu plus clément quand même. On verra, on ne sait jamais au Nürburgring. Oui, c'est vrai. On voit qu'il neige. Ouais, il y a eu la grêle, c'était 2016. Ouais, en 2016, quand on a gagné, il y a eu 30 degrés et soleil au départ. Et 1 heure plus tard, il y avait la grêle et c'est la fin du monde et la moitié du peloton qui était arrêté dehors en piste et qui n'arrivait pas à revenir au stand avec leurs propres moyens. Et d'ailleurs, en question, comment on gère le fait d'être sur 2 voitures pour une même course? Pour moi, c'est un honneur et c'est une particularité du Nürburgring qu'on a le droit de faire ça. Bien sûr, c'est compliqué pour on va dire, les ingénieurs des 2 voitures de se mettre en ligne et d'accord à quel moment je monte dans quelle voiture parce qu'il y a des temps de pause à respecter. On ne sait pas toujours les faits, même si on prévoit un double relais. Il se peut qu'il y en a un des relais qui est tenu court pour un changement de pneu et puis finalement je termine par on va dire un triple relais avec 2 relais longs, un court et puis ça rallonge le temps de conduite ou le contraire. Il faut être un peu dynamique, mais on a une superbe équipe qui a toujours très bien géré ça. Et pour moi, personnellement, c'est un honneur et j'adore faire ça. C'est sûr que au niveau physique, c'est un petit peu plus physique, mais pour l'instant, j'ai toujours fait de bonnes expériences et j'ai toujours apprécié ça et c'est bien passé. Surtout, au Nürburgring, on ne sait jamais, d'ailleurs dans une course de 24 heures, on ne sait jamais si les 2 voitures vont jusqu'au bout. C'est le but, c'est le rêve, mais ce n'est pas toujours le cas. Donc dans ce cas-là, c'est toujours bien d'avoir une deuxième opportunité de soutenir une deuxième voiture. Ouais. Une dernière question, Maro, sur le Nürburgring. Après, on passe à Bathurst, donc la course qui s'est déroulée en Australie en début d'année aussi. C'est Johan Glacé. Le temps de conduite maximum, quand on est engagé comme ça sur 2 voitures différentes, est-ce que la réglementation est du coup identique ou pas? Évidemment, on ne peut pas être dans la voiture en même temps, dans les 2 voitures en même temps, mais quelle est la règle, Maro, sur ça? Ça change un petit peu de course en course. Chaque catégorie a leurs propres règles. Au Nürburgring, c'est 3 heures le maximum qu'on peut faire en même temps. Au bout de 3 heures, il faut changer, il faut rentrer. Et le temps de pause est 50% de la durée du relais qu'on a fait. Donc, c'est 3 heures. 3 heures, on le fait rarement parce qu'en fait, un relais plein, on va dire, un relais plein au sec, c'est environ 2h15, 2h20. Donc 3 heures, ça ne passe pas parce que c'est trop court pour faire un troisième relais. Donc c'est rare, c'est juste sous la pluie où ça peut tomber aux alentours de 3 heures. Ensuite, 50% de ce temps-là, il faut faire une pause avant de repartir. En blanc-pain, pardon, en World Challenge, ça nous arrive encore tous, je crois. Oui, oui. En World Challenge, c'est 3h15. Et il me semble que c'est 1 heure de pause minimum. Et sincèrement,
ça c'est quelque chose qui est géré entièrement par l'équipe. Ouais, c'est sûr. Quand je descends de la voiture, je demande à mon ingénieur quand est-ce qu'il faut que je sois prêt pour remonter. Donc, je ne vais pas mettre ma main au feu pour être certain sur ces... D'accord. Alors, on va enchaîner un petit peu parce que cette course du Nürburgring nous a tenus en haleine. C'est vrai qu'on s'est régalé malgré les conditions. Et parfois, on avait un petit peu peur pour vous quand même parce qu'il y avait quand même quelques crashs assez impressionnants. Voilà, je crois pas qu'il y a eu de blessés, mais bon, ça s'est plutôt bien fini avec la victoire de BMW sur du Rover Racing. On va enchaîner maintenant sur l'Intercontinental GT Challenge. Donc, Maro, vous avez fait 2 courses. Donc, Bathurst, Nathan va évidemment vous en parler. Et puis, on continuera sur Spa avant d'aborder la partie, je dirais, sprint et endurance de GT World. Oui, donc Bathurst, c'est un circuit atypique. On commence de nuit, on termine de jour, là aussi. Et ce circuit a vraiment cette particularité d'être un petit peu un circuit à l'ancienne avec tout le haut. Faut pas se rater parce que c'est des murs de béton. Comment on aborde cette partie qui est assez impressionnante? C'est comme la Northlife, c'est un circuit que j'adore. Je pense que la plupart des pilotes adorent ce circuit et en rêve de ce circuit. Pour moi, j'ai toujours dit, il y a 3 circuits dans le monde qui sortent du lot, c'est la Northlife, c'est Bathurst et c'est Macao. 3 circuits-là, magiques. Ils ont une chose en commun, c'est que ça pardonne très peu, ça pardonne presque pas l'erreur. C'est très vite, c'est très rapide, il faut être précis. Et c'est des sensations de conduite qui sont uniques. Il y a d'autres circuits qui sont géniaux, qui sont très très beaux comme Spa ou d'autres bien sûr, mais ça n'arrive pas à même les émotions que Bathurst par exemple. Et vous étiez avec le line-up 2018 avec Yilmer Burman, pardonnez-moi ma prononciation, et puis Lucas. Oui, avec Yilmer et Lucas, on a une superbe équipe, on s'entend super bien, on a eu beaucoup en 2018 ensemble. Même en 2019, en France, on a fait une belle saison en GT Series. Donc ça fait plaisir de faire Bathurst dans ce line-up et on s'est bien amusé. Il nous manquait juste une petite demi-heure même 20 minutes pour pouvoir fêter ça finalement sur le podium, mais malheureusement une crevaison nous a empêché de ça. Ouais. Alors, il y a aussi les 24 heures de Spa 2020, comme le Nürburgring ont été décalés. Les essais ont eu lieu un peu plus quelques semaines avant. Donc d'ailleurs, une période d'essai libre qui ont lieu quelques semaines avant la course. J'avais des questions plus précises sur Spa, puisqu'on vous a avec nous ce soir. Spa aussi, c'était des conditions très très compliquées comme le Nürburgring. Mais avant ça, je voulais savoir ce que vous pensiez de l'hyperpole. Est-ce que vous aimez ce format? J'imagine que oui, vous êtes compétiteur. C'est super, j'adore. Et ben, comme en 2019, ayant fait la pole, c'était une super émotion, c'était super beau. Même finalement, dans une course de 24 heures, ça compte peu. Oui. Et c'est quand même quelque chose de beau. Même les années précédentes, où, on va dire, ou alors je regardais la Super Pole, ou alors on la faisait et on n'a pas pu prendre la pole. C'était quand même quelque chose de spécial, et c'est spécial avec une voiture, on va dire, légère, optimisée, mise au point pour la qualif, 2 tours clairs à Spa, c'est fantastique. Ouais, bien sûr. Alors, nous derrière nos écrans de télévision, Maro, on a assisté à quelque chose d'un peu particulier, comme tous ceux qui l'ont regardé. Vous voyez ce que je veux dire. Ce qu'on appelle en anglais les tracks limits. C'est Alban qui me pose la question. N'hésite pas d'ailleurs à nous interrompre, Virginie, s'il y a des questions dans le chat, même si c'est pas forcément sur le thème, c'est pas grave. On essaie de promouvoir l'interactivité. Il y a eu des situations où, quand les limites de la piste vous ont été ouvertes, c'est-à-dire vous faisiez ce que vous vouliez,
Alors à l'avenir, vous ferez pas totalement ce que vous voulez parce que le circuit de Spa va subir quelques travaux avec des parties qui étaient goudronnées dures et qui vont repasser en, en gravier. Voilà. Euh, Qu'est-ce que vous pensez de ça, vous? Alors, je pense que vous êtes plutôt fanat de ça, mais il y a eu des situations où ceux qui sortaient très large et ceux qui ne sortaient pas large, ils ont failli se retrouver au bout du virage l'un contre l'autre, et j'ai eu un petit peu peur par moment. Mais bon, nous, c'est pas très grave ce qu'on en pense, même si en tant que spectateur, je trouvais ça pas forcément top. Ouais, je sais pas. J'ai pas forcément apprécié, mais vous, qui êtes derrière le volant, et c'est le plus important, mon avis compte peu, qu'est-ce que ça a procuré comme sensation? Est-ce que vous trouvez ça bien, au final? Alors d'abord, il faut comprendre pourquoi la direction de course, ils ont initialement nous ont autorisé à faire ça. Il y a eu des changements il y a eu des travaux sur la piste à Spa l'hiver de 2019 à 2020. Ouais. Des endroits où il y avait du tapis, un peu glissant, qui ont été goudronnés et juste peints. Donc ça a ajouté de la difficulté, on va dire, pour la direction de course de vérifier les track limits. Et s'ils ne peuvent pas les vérifier et s'assurer que tout le monde les respecte, à ce moment-là, ils ont pris la décision d'autoriser à tout le monde qu'il n'y ait pas de track limit, ce qui est dans le sens de la justesse, pour que ce soit juste et fair pour tout le monde. Je pense que c'est un choix juste. Après, c'est vrai qu'à la télé, ça faisait pas très beau. Ça faisait un petit peu, ouais, je sais même pas décrire ça. Rock'n'roll. Ouais, exactement. Après, je me dirais en tant que pilote, c'était intéressant parce que d'un coup, vous pouvez rouler où vous voulez. Il faut être créatif parce que oui, en général, vous essayez d'ouvrir les virages, mais à certains moments, vous faites tellement de distance de plus qu'à la fin, il y en a un qui a fait 300 mètres de plus pour le tour. Et c'est pas forcément plus rapide. Donc il faut un petit peu trouver le juste moyen. Donc le challenge pilote était toujours là. Mais je comprends tout à fait que pour la course, ils aient décidé de rechanger ça. Et je pense que autant leur première décision était la bonne de dire écoutez, on n'arrive pas vraiment à assurer que ce soit juste pour tout le monde, donc on vous laisse rouler où vous voulez. Et finalement, ils ont trouvé la bonne solution pour la course pour nous limiter dans les endroits où c'était aussi potentiellement dangereux. J'ai vu la même scène, je crois que c'était une Audi qui avait une crevaison et une autre voiture qui dépassait autour à Blanchiment. C'est sûr que ça fait un peu peur parce qu'il y en a une qui arrive à 250 et l'autre elle est en train de rouler à 60 pour revenir au stand. Normalement, cette voiture avec la crevaison, elle serait trouvée dans les parties hors circuit pour rentrer hors danger. Et là, tout d'un coup, elle était en pleine trajectoire rapide. Ouais, c'est ça. C'était certainement le bon choix et c'est vrai que ça va rester un petit peu comme moment spécial dans l'histoire des 24 heures de Spa, je pense. Bien sûr. Et puis pour pas les nommer, on a invité Kevin Estre il n'y a pas longtemps, qui était dans votre siège chez nous, sur WebGT Live. Et lui, c'est pas lui, c'est Christiansen qui a été pénalisé justement à Spa. Il a eu écopé d'un drive-through avec 10 secondes d'arrêt, il me semble. Ça, c'est sûr, il a été pénalisé pour justement avoir abusé des limites de la piste. Donc, voilà, en qualification, on peut, et puis en course, finalement, on pénalise une Porsche, peu importe laquelle, hein, ou une Audi, ou un autre, parce qu'il dépasse les limites. C'est un peu dommage. Enfin, je trouve ça un peu dommage. Mais c'est mon point de vue, hein, je profite que vous soyez là pour en parler. Et bon. J'ai des sentiments ambigus par rapport à ça aussi, mais c'est les sentiments typiques de pilote. Nous, on a eu une pénalité, un drive-through assez tôt en course. Et, Oui. on entendait à la radio quand on prenait un warning. Je crois en avoir pris 2 dans mon premier double relais. Et sincèrement, j'ai quitté les limites de la piste 2 fois. Et 2 fois, ça n'a pas manqué. Maintenant, sans nommer de nom, je sais que la voiture devant moi est sortie presque tous les tours. Donc ça, c'est le sentiment typique de pilote. Pourquoi je suis pénalisé moi et que lui beaucoup plus. Et non, c'est compliqué. Je pense que la réalité, c'est que c'est vraiment difficile
pour la direction de course, de voir tout ce qui Oui. passe, d'être précis et de trouver un moyen juste pour tout le monde. C'est pour ça que à l'idée de rouler où on roulait, c'était peut-être pas forcément une mauvaise idée, parce qu'au moins comme ça tout le monde a les mêmes règles, les mêmes moyens, il n'y a pas de discussion. Par contre, une fois que la discussion de sécurité est rentrée en jeu, c'était clair qu'il fallait réagir et faire quelque chose. Ça m'amène à votre question. Je pense que c'est une bonne chose de revenir à une piste qui va reprendre un peu de gravier à un endroit. Certes, il y a des mauvais points avec du gravier aussi, mais je pense que pour une course des chances égales pour tout le monde, c'est une bonne chose. Et certainement, ça va remonter un petit peu le challenge aussi. Bien sûr. Alors, j'ai deux petites questions sur Spa, après on enchaîne sur le GT World Challenge Sprint. Deux petites questions rapides, mais qui me semblent importantes et je rêvais de vous les poser. Alors, je les ai pas forcément posées à Vincent, je crois pas. Qu'est-ce qui vous a manqué pour figurer un petit peu mieux dans le classement? En fin de course, si je me souviens bien, un manque de rythme, est-ce que c'est un manque de pointe de vitesse? Est-ce que c'est un problème de pneumatique? Est-ce que sur les conditions de course, qui étaient phénoménales sur la fin, on a vu des conditions où voilà, c'était quand même incroyable ce qu'a fait Tandy pour se rattraper dans le raidillon ou sa bagarre avec Pierre Guidi de Ferrari avant qu'il prenne la tête. Mais on va se concentrer sur la Mercedes, la vôtre. C'est le plus important ce soir. Qu'est-ce qui vous a manqué pour grimper sur la boîte, comme on dit chez nous? C'est le podium. C'est vrai que c'était un peu décevant de ne pas avoir pu faire plus en fin de course. C'est une situation compliquée pour nous. Oui. On avait aussi pris une petite stop pénalité de 10 secondes. Je ne sais toujours pas vraiment pourquoi. Il y a eu un côte à côte avec Lorenz Vanthoor en descendant vers le raidillon. C'était serré, mais bon, il y a eu un léger contact côte à côte, mais il s'est passé. Et il y a eu des dégâts. En tout cas, on a eu une petite pénalité de 10 secondes sur notre dernier arrêt, je pense que c'était. Et donc, on a choisi de ne pas changer les pneus au dernier arrêt parce que dans la situation où on se trouvait, tous les petits faits de course qui se sont déroulés, on s'est toujours un petit peu trouvé à essayer de devoir rattraper. Et l'avant-dernier relais de la course, on avait un super rythme, ça marchait vraiment fort. Je revenais beaucoup sur tout ce qui est laminé dans la Porsche devant moi. Oui. Je crois que j'ai recollé quelque chose comme 12 secondes. Donc très content de la voiture. Et là, donc, on prend la décision de ne pas changer les pneus pour gagner les 20 secondes du ravitaillement de pneus, parce qu'il y avait le risque, avec cette pénalité de 10 secondes, de peut-être tomber derrière le leader, retomber un tour. Justement, on est toujours du moment qu'on a pris ce drive-through assez tôt et on a perdu un tour à cause de ça, on a toujours un petit peu été sur l'arrière-pied en termes d'essayer de récupérer. On n'a pas changé les pneus. Je pense que c'était une décision qu'à l'époque, on tente de la prendre comme ça. Malheureusement, après le restart, avec ce truc, une fois qu'il avait refroidi, il y avait vraiment zéro performance. Ouais. J'avais beaucoup de sous-virages, je n'arrivais pas à extraire de la vitesse de la voiture, c'était un comportement complètement différent et on a beaucoup souffert. Donc, c'est dommage. Au restart, j'ai quand même pu remonter une place, 5e, et j'avais le 4e et 3e juste devant moi, mais oui, c'est ça. J'ai très vite réalisé qu'il n'y avait aucun moyen de les suivre et que simplement la voiture ne tournait plus. Donc ouais, c'est un peu dommage parce que je pense que avec l'équipage qu'on avait, avec l'équipe qu'on avait, la voiture qu'on avait, avec la perfo qu'on avait dans l'avant-dernier relais, il était tout à fait possible d'encore remonter sur le podium au minimum, on va dire. Mais bon, les faits de course nous ont amené à une décision qui à la fin était unanime et qui était finalement une décision qui n'a pas permis d'avoir le rythme qu'on aurait voulu dans le dernier relais pour vraiment essayer de rentrer en jeu pour la victoire. Ouais. Pardon, au moins pour le podium.
Oui, oui. Sincèrement, de mémoire, ils étaient un peu plus loin, les leaders. Il y avait quelques voitures mandataires qui étaient au milieu. Ça aurait été probablement compliqué, mais en tout cas, je me rappelle de vraiment avoir une super voiture entre les mains dans l'avant-dernier relais et énormément souffert dans le dernier relais avec les pneus usés. Chose qu'apparemment a très bien marché avec la Porsche. Ça démontre aussi que l'usure des pneus, peut-être aussi là où le poids des voitures est situé. Dans notre cas, on a un moteur avant central, c'est les pneus avant qui souffrent. Une fois qu'ils avaient refroidi sous le safety car, il n'y avait plus rien dans. Effectivement, et c'est pour ça que je vous ai posé la question. Et dans le chat, il y a Bruno Cornet. Bonsoir Bruno. Voilà l'explication, parce qu'évidemment, on la voulait l'explication. Et on a mis quelques semaines à l'avoir, mais on l'a. Et merci pour votre franchise, parce que c'est pas toujours. Des fois, je pense que vous pouvez pas forcément toujours nous expliquer pourquoi. Mais en tout cas, ça amène une expertise extraordinaire qu'on n'a pas forcément, nous, des informations. Et ça, c'est vraiment sympa. Et ouais, effectivement, on a vu cette petite perte de rythme, mais bon, c'est comme ça. Ça nous a fait mal aussi parce qu'on avait vraiment un super feeling entre les équipiers, avec le team. On s'est vraiment, comment dire, on s'est vraiment cassé le cul C'est ça. toute la préparation, toute la semaine à Spa Ouais. et finalement, on n'a pas vraiment, on a souvent réussi à rejoindre les leaders, mais on n'a jamais réussi à vraiment impacter ensuite. On a toujours eu quelque chose qui nous a un petit peu remis en arrière à ce moment-là. Ça fait un peu mal parce que c'est sûr que c'était une course où on voulait faire un résultat. En attendant, on va enchaîner avec le Oui. sprint après le Nürburgring, après Spa, où les pilotes n'ont pas été gâtés par la météo, les safety cars et les rebondissements en tout genre. Voilà. Moi, ça nous a tenu en éveil. On va enchaîner sur le GT World Challenge Sprint, où vous avez une victoire à Manicourt notamment. C'est Nathan voilà, on va débriefer tout ça assez rapidement. Ouais. Donc, cette année en GT World Challenge Sprint, ça a été une bonne saison puisqu'il y a eu des podiums, 4. Deuxième place à la deuxième course à Misano. Et la victoire à Manicourt sur la Nocturne, après une deuxième place encore à Manicourt. Et sur le circuit de Barcelone, une troisième place. Et la Mercedes, en regardant les courses, on l'a senti plus à l'aise sur le sprint que sur l'endurance. Est-ce que ça révèle un peu le potentiel de la Mercedes, surtout en sprint? Cette année, c'est vrai qu'on a eu un petit peu plus de mal en endurance, mais je ne sais pas si c'est une question de voiture ou c'est juste les faits de course qui sont tombés un peu comme ça, mais c'est vrai que notre voiture, quand on fait le plein, elle perd un petit peu plus de rythme par rapport aux autres, avec la quantité d'essence qu'on prend par rapport à une Porsche par exemple, où est situé le poids, on va dire, de l'essence. Par contre, en général, on a eu une voiture qui était très très constante en course. Maintenant, cette année, il y a eu un changement de pneus. Je pense que ça vient un petit peu plus de là que d'autres constructeurs, le pneu convenait un peu plus à d'autres constructeurs, d'autres voitures, qui leur a permis d'être plus constants sur la distance. C'est un avantage qu'on avait nous, qui a un petit peu disparu, on va dire. Et c'est peut-être pour ça aussi que cette année en sprint, c'est un peu mieux qu'en endurance. Après, ça reste du sport, ça reste du sport auto, donc c'est le moment, c'est est-ce qu'on a vraiment extrait tout ce qu'on pouvait de la voiture, comment se sont déroulées les courses, est-ce qu'il y a eu des dégâts sur les voitures, est-ce que on était vraiment au optimum de setup dans le sens où est-ce qu'on avait la balance qu'on voulait. Il y a beaucoup de faits qui jouent, bien sûr, mais c'est vrai qu'en général, en GT World Challenge Sprint, ça n'a certainement pas été une mauvaise saison. Clairement, non. Je pense qu'on a montré d'avoir été compétitif à plusieurs moments, mais certainement, on aurait voulu démontrer d'être
beaucoup plus compétitif encore et surtout plus constamment. C'est clair à dire. Par rapport à l'année d'avant, je pense que on a du boulot à faire pour, pour revenir à cette parcours-là. Très bien. L'endurance maintenant, alors Spa évidemment est une particularité pour ceux qui nous suivent et qui découvrent parfois ou qui nous posent des questions. Spa, les 24 heures de Spa font partie de l'International GT Challenge. Voilà, International GT Challenge. Donc c'est pour ça qu'on le retrouve aussi cette course au classement du GT World Challenge Endurance qui a compté 4 courses cette année, Imola, le Nürburgring, Spa bien sûr, on l'a dit, et la finale au Paul Ricard qui n'a pas manqué de rebondissement avec la victoire de Ferrari de mémoire, voilà, tout à fait, la victoire de Ferrari sur un final de nuit, voilà. Nathan. Oui. J'avais des petites questions, c'est que cette année, avec la situation sanitaire qu'on traverse, on a vu 2 nouveaux circuits apparaître au calendrier. On a eu Imola et Manicourt. Est-ce que ces nouveaux tracés, ça fait plaisir de les voir au calendrier? Ah, tout à fait. Imola, c'est un endroit magique, un endroit qui a une histoire de sport auto énorme. Moi, j'ai tous les souvenirs des Grands Prix que j'ai regardés là-bas. Bien sûr, avec ce terrible aussi en 94 et le virage Tamburello avec la statue Ayrton Senna. Donc, il y a énormément d'histoires dans ce parc et ce circuit. Et ensuite, Manicourt, ça faisait très longtemps que je n'ai pas été. Et à conduire, c'était un réel plaisir. Franchement, c'était vraiment un plaisir. Il n'y avait pas de discussion vraiment sur les tracks limites. C'était une belle chose. Il y avait un peu beaucoup de gravier dans le premier virage, mais bon, a su le naviguer comme il fallait. C'était vraiment très très chouette et un bon souvenir car c'était aussi dans une période à Manicourt où ça a été permis d'accueillir un peu de spectateurs. Ça nous a manqué beaucoup cette année quand même. Donc c'était un très beau week-end à Manicourt et je suis très content que ce soit resté dans le calendrier. Il faut que ce circuit revienne en F1 et qu'on ait 2 grands prix de F1 par an avec le Paul Ricard et Manicourt. Ça serait une bonne idée, ça? Ce serait super. Après, en Formule 1, c'est plus compliqué de dépasser. Après, bon, c'est plus simple à dépasser à Barcelone ou peut-être ailleurs. Mais c'est vrai qu'aussi en Formule 1, je m'en souviens de beaux grands prix à Manicourt. Bien sûr. Et le fait d'avoir une course nocturne à Manicourt, c'était une bonne idée? Oui, absolument. Oui, après, on a gagné la course. Donc... mais non, tout à fait. C'était cool d'avoir une course nocturne. C'était super. En plus, on était chanceux. Il faisait super beau, il faisait chaud la journée. Donc, le soir, il faisait agréable. C'était une belle course. Je pense que c'était un beau spectacle. Donc, il y a eu, d'après ce que j'ai vu dans les replays, il y a eu des belles bagarres aussi derrière. Non seulement des super images, mais aussi de belles bagarres. Donc, c'est vraiment une très belle course. Très bien. J'ai une question traditionnelle. Oui. Question traditionnelle. Je voulais savoir, vous préférez rouler de nuit ou de jour? Ou au petit matin? De préférence, ouais, du petit matin. Ouais, c'est petit matin. Ce qu'on appelle le happy hour. Le lever de soleil, c'est magnifique à voir. Mais après, c'est là où ça va extrêmement vite dans les courses de 24 heures. C'est là où vous avez le plus de grippe. Et vous sortez de cette sensation, en fait, quand il fait noir, quand vous roulez la nuit, vous commencez à rouler un peu avec d'autres instincts. C'est difficile à expliquer, mais vu que vous voyez moins, c'est peut-être plus une question de rythme, c'est plus une question de feeling sur certaines choses, parce que vous ne voyez pas forcément, vous ne voyez pas tout en tout cas, et c'est plus une question de ressenti. Et donc une fois qu'on vous redonne cette vision, et ben d'un coup, parce que de nuit on roule quand même presque à la même vitesse que de jour, et une fois que le lever de soleil est là, et ben là ça va encore plus vite. Et c'est un temps merveilleux à passer en voiture. Ouais. Vous êtes tous les pilotes sont unanimes sur ça. Le lever du soleil, que ce soit au Mans, à Spa ou ailleurs, c'est
tous la même réponse. Oui, Virginie, je t'en prie. Non, je suis assez embêtée parce que finalement, qui roule? Comment on décide qui va rouler à ce moment-là? Ils veulent tous rouler à ce moment-là. Alors le choix se fait comment? À l'ancienneté, Maro, ou pas? Ça se Non, passe à C'est ça, l'ancienneté? Non? c'est le simple. favoritisme. Non, pas du tout. Pour moi, c'est Non. simple. Pour moi, on fait ce qui est le mieux pour le résultat de la voiture. Donc, j'ai aucun problème d'offrir cette heure-là à mes équipiers parce que ce qui compte finalement, c'est le résultat. Et c'est ça que je voulais dire. Enfin, quand on a parlé de Spa, on avait vraiment un super feeling. Vincent, Lucas et moi avec les ingénieurs. Vraiment un team spirit. Je n'arrive pas la parole française là, mais Esprit ouais, d'équipe. Esprit d'équipe. Non. esprit d'équipe, c'est ça. Un Esprit esprit d'équipe, oui. d'équipe qui était vraiment fantastique et qui méritait un vrai résultat. Donc, pour moi, il n'y a aucun souci. D'ailleurs, ça fait un petit moment que je ne l'ai pas fait, je crois. C'est Ah, souvent lui. Je ne sais pas si Lucas, il a une petite touche avec, avec le team ou les ingénieurs. Mais pour moi, ça ne me pose aucun souci. C'est juste une belle heure de rouler. Mais finalement, vous savez, si mes équipiers sur la fin, sur la liste de course, c'est eux qui ont fait le meilleur tour de la voiture et qu'on a gagné la course, et ben, je suis le plus heureux. alors, J'ai d'ailleurs une ouais. question d'Alban qui rebondit sur ça. Si toi, Maro, tu préfères être justement celui qui commence ou celui qui fait finalement la ligne d'arrivée? C'est un choix que vous faites entre vous ou... Pareil, je n'ai pas vraiment de préférence ni pour l'un ni pour l'autre. Maintenant, chez HRT, on commence souvent les courses et je pense que ça fait partie un petit peu de. On change jamais ce qui marche bien. Je pense que les directeurs et les ingénieurs doivent se dire un petit peu dans cet esprit. Je n'ai pas vraiment de préférence, ni pour le départ, le truc. Après, surtout quand on roule avec des pilotes comme Vincent ou Lucas, qui sont tellement expérimentés, vous savez qu'il n'y a aucun problème à tout moment. On peut rechanger et faire partir l'un ou l'autre, ou terminer l'autre, et il n'y aura aucun souci. Donc, ça aussi, je pense que ça fait partie d'une force qu'on a dans l'équipe. Alors on va enchaîner un petit peu, on va pas trop vous garder trop longtemps non plus. On voudrait pas que vous vous sauviez d'un seul coup. Oui, ça fait déjà une petite heure qu'on est ensemble. Le temps passe vite, on se régale. Vous nous dites hein, si ça pose un petit souci ou voilà. La petite, elle dort déjà, donc c'est déjà une bonne chose. Ah oui, bah, c'est le plus important. Moi, c'était pareil. Les miennes sont plus grandes, mais je les borde plus. Voilà. Voilà. D'ailleurs, elles m'ont gâté, elles m'ont offert des livres avec des belles voitures de course. Voilà. Pour continuer après le Papa Noël, le GT World Challenge Endurance Maro, une très très belle troisième place au Nürburgring. Qu'est-ce qui a fait la différence? C'est votre expérience de ce circuit, vous en particulier, Lucas aussi, ou c'est d'autres circonstances particulières? Je pense que déjà à Imola, on avait un peu de mal. Oui. C'est pas tout à fait au rendez-vous avec le package entier, avec ce qu'on dit en termes de vitesse. Il y a un petit léger retrait. Et puis, surtout, et malgré le petit manque de performance qu'on avait à Imola, j'ai vécu un vrai cauchemar de premier relais où je me suis fait écarter dans le gravier au premier virage, essayant de remonter et en dépassant la McLaren, on s'est légèrement touché. J'ai reçu un drive-thru pour ça, ce qui était quand même très dur, mais bon, un drive-thru. Le drive-thru, il est tombé à un moment où il y avait une safety car, donc on est tombé dernier. Lucas et Vincent ont fait le boulot pour récupérer. On venait de rentrer dans les top 10 et puis Lucas s'est fait mettre en tête à queue dans l'avant-dernier tour. Donc c'était vraiment la pire départ qu'on aurait pu espérer. Le Nürburgring, c'est assez bien déroulé. J'avais un rythme supérieur à Marcello dans le dernier relais et j'ai recollé, mais bon, ensuite, pour dépasser, c'était compliqué. Et bon, les derniers tours, je les ai passés à essayer de défendre le podium de Driss, qui allait très très vite à ce moment-là. Et finalement, Spa, on en a parlé, et Paul Ricard, on a fait une propre, mais on a extrait plus ou moins le maximum de ce qui était possible pour cette course-là. On se fait un peu, surtout une vitesse de pointe par rapport aux
notre marque et donc c'était un peu compliqué de faire la course à ce moment-là. Donc il manquait un petit quelque chose cette année, c'est sûr. Et, ça on le sait et puis chacun d'entre nous la manière dont on approche les courses, on se remet toujours en question. Donc, autant nous, les pilotes, comme les ingénieurs le font de la voiture, et c'est certainement quelque chose qu'on veut tous améliorer pour le futur. Mais le bagarre aussi avec les Audi au Paul Ricard. Oui, c'est vrai que j'ai eu un beau duel avec Driss encore. Ah oui. Driss qui volait à ce moment-là, il allait très très vite. Mais c'est vrai que c'était un peu frustrant voyant le gap que j'avais en général début une droite Mistral et le voir à chaque fois à côté avant signe, c'était un peu frustrant parce que c'était vraiment compliqué de se défendre avec ça. Mais j'ai essayé de le défendre le mieux possible, mais bon, finalement on est arrivé au terme de ce qu'on pouvait faire. Donc sur le plan positif, on a terminé la course qui n'a pas réussi les années précédentes. On n'avait jamais réussi, même dans l'année où on a gagné on n'a jamais réussi à terminer le Paul Ricard. Ça déjà c'est une bonne chose. Maintenant on va envisager de se rapprocher ou de monter sur le podium l'année prochaine. Mais c'est pas, je dis pas ça parce que vous êtes là, mais c'est sans doute la passe d'armes d'Ansigne avec Vantore. C'est pour moi en GT, tout confondu, Wake et DT World Challenge, je pense que c'est une des 3 passes d'armes, des plus belles passes d'armes de la saison, avec la bataille, j'en ai parlé tout à l'heure, de Pierre Guidi et Nick Tandy à Spa, mais celle-là, et puis ça a duré longtemps. Ouais. Ça a duré 3-4 tours. On s'est repassé plusieurs fois. Hein. On s'en repasse en boucle de temps en temps. Ouais. C'est vraiment très très agréable. Vraiment. Pour nous les passionnés, c'est extraordinaire. J'aurais bien aimé quelques tours pas devoir me défendre, ça m'aurait aidé aussi pour Je me doute, mais bon. C'était un duel vraiment à très haut niveau et surtout vraiment à faire. Donc, il y a eu des très légères touchettes et puis bon, faire signe à 230 côte à côte, c'est incroyable. C'est pas rien non plus. Et puis il y a eu des changements, oui, je me rappelle plus exactement. On pense bien 3, 4, même 5 tours qu'on s'est battu et ah oui. Finalement il est passé. Je crois qu'on a fait à partir de Signe, on a fait le reste du circuit jusqu'au premier virage, on a fait côte à côte plus ou moins. Ouais, c'est ça. C'est ça. Je n'ai pas confirmé ce que vous dites, mais oui, je confirme. Je confirme. J'étais debout sur le canapé à ce moment-là parce que c'était des actions. Ça a montré en école de pilotage, ça. Ouais, je suis d'accord. Après, je serais encore un peu plus d'accord si c'était moi qui aurais gagné le duel. Mais bon, il semblait que Driss, à ce moment-là, il allait très très vite et clairement plus vite que moi. Ah ouais. En tout cas, vous avez régalé les passionnés de GT que nous sommes. Et c'est ce qu'on aime voir et c'est ce qui manque parfois dans d'autres compétitions pour pas les nommer. Voilà. Une dernière question rapidement avant de passer sur la partie, je dirais, allemande, proprement dite. Qu'est-ce que vous pensez de Timur Bokulaski, le jeune russe qui court aux côtés de Raffaele Marcello, avec qui vous avez gagné, et là je parle de Marcello, les 10 heures de Suzuka pour répondre à la question qui est dans le chat. Vous avez gagné 10 heures de Suzuka aux côtés de Raffaele et de Tristan Vautier. C'est ça? Voilà, c'est ça. C'est ça. Donc c'était pour répondre à la question, j'en profitais. Donc qu'est-ce que vous pensez de cette jeune génération qui arrive en GT, notamment Raffaele Marcello qui aurait pu aller en F1, et du jeune russe qui gagne le GT World Challenge au classement général? Qu'est-ce que vous pensez de ces jeunes qui montent à Timur, il a 20 ans. Il a 20 ans. Je pense que personne ne le calculait ou le connaissait il y a peu de plus qu'un an en arrière. Et donc, ou 2 ans en arrière. Donc, non, il a fait une superbe saison. Il a fait une très, très belle évolution. Je pense qu'avec Raffaele et surtout avec Felipe Fraga, qui fait une très belle saison aussi, Oui. il y avait de super équipiers. Donc, il a clairement et appris beaucoup de choses. Donc, non, il fait un super travail et il faut certainement aussi féliciter Jérôme et toute son équipe parce que je pense qu'il
ouais, ils ont fait un super travail. Et je pense que même lui, il ne s'attendait pas à pouvoir combattre pour le titre ou même décrocher finalement le titre général en GT World Challenge. Donc, c'est une belle histoire du championnat. Ouais. C'est vrai qu'on a plaisir à les voir tout au long de la saison. Et on en parle souvent avec des jeunes pilotes français qu'on invite sur nos lives. Voilà, je pense à Hugo Chevalier, qu'on a vu dernièrement, qui a fait troisième en silver à Spa avec la Lamborghini. Voilà, c'est aujourd'hui ne pas être en F1, ne pas être en F2 ou ne pas être en monoplace n'est plus allez, j'exagère beaucoup, hein, une honte, mais au contraire, on voit qu'il y a des très très belles carrières à faire en GT. Et nous, on en est convaincus, hein, de toute façon. Et c'est magnifique de voir des jeunes comme ça qui sont très rapides. Et déjà, je dirais même, ils supportent la pression. Enfin, je trouve. On dirait que ça glisse sur eux. Pardon. Ouais. À mes temps, à 17 ans, le GT, on va dire, était peu sexy. C'est pas forcément ce qui intéressait, on va dire, les jeunes pilotes. On avait un petit peu le sentiment que oui, c'était peut-être quelque chose à faire plus tard. Aujourd'hui, si je regarde mes deux équipiers, Vincent Avril, Lucas Stolz, tous les deux, ils étaient en GT à 17 ans, je crois. Oui. Vous regardez Ventor, les lots, je crois que c'est après la GP2. Oui. Il y en a plein. Maintenant, Charles Vert, qui sort aussi de VRT. Donc, il y a plein de pilotes qui tournent leur attention vers le GT très tôt et que ça paye finalement. Ce sont des excellents pilotes qui clairement pourraient très bien aussi, à niveau de leur talent, rouler en Formule 1, mais qui ont on a une petite coupure. Ouais, ça va revenir. Donc après, si vous nous entendez, on va conclure ensuite avec Maro sur le championnat ADAC GT Masters, donc qu'il a pu faire avec Talksport cette année, WRT. Nathan fera un petit focus sur la NLS et son record aussi sur la Nordschleife avec la Mercedes AMG Black Series. Et puis on conclura avec quelques petites questions sur l'avenir du GT notamment. Voilà. Il y a des questions que vous avez posées sur le chat que je n'ai pas oubliées, que j'ai notées. Exactement. Ils sont plus sur la fin. C'est pour ça qu'on va aller vite. On va exactement. Ouais. J'ai noté vos questions, ne vous inquiétez pas. Oui. Ah, ça bloque vraiment. Bon, ça va, Willy? Ouais, je fais le nécessaire de mon côté aussi. Non, mais tu peux pas faire grand-chose. Oui, effectivement, Maro a aussi. Il a disparu. Il va revenir. Il va revenir. Voilà, bon. il est revenu. Il est de retour. Sauvé. J'ai été obligé de meubler comme à la télé. Je suis pas journaliste de métier, donc j'ai meublé. J'ai essayé de faire mais c'est pas grave. C'est pas grave du tout. Ouais. Ah non, encore non, un petit peu. Ouais. Ok. Non, je disais que c'est beau à voir ces jeunes talents qui arrivent, parce que c'est des talents qui pourraient très bien rouler en Formule 1 aussi. Bien sûr. Ils choisissent le GT parce qu'ils savent très bien que d'arriver en Formule 1, c'est pas qu'une question de talent, mais il y a des qui jouent. Et en GT, aujourd'hui, vous avez plus de 10 constructeurs qui engagent des pilotes professionnels, et le niveau est énormément haut. Je peux parler à n'importe qui, même les pilotes de Formule 1 sont conscients du niveau qu'il y a en GT aujourd'hui. Merci en tout cas pour avoir parlé de cette jeune génération et entre guillemets les anciens sont encore là et vraiment merci pour le spectacle en GT World Challenge notamment cette année. Rapidement Maro, avant de vous poser quelques petites questions du chat et puis sur l'avenir du GT, rapidement sur l'ADAC GT Masters parce que vous étiez aussi engagé en ADAC GT Masters, donc qui correspond au FFSA GT en France. Voilà. Donc 14 courses, une victoire, 6 podiums.
un début de saison qui se passe plutôt bien, je trouve, une fin de saison également, un petit peu plus difficile en milieu de saison. Pour faire très vite, pour pas vous garder trop longtemps, qu'est-ce que vous retenez de cette saison en attaque avec Talksport, parce que vous n'êtes pas chez HRT évidemment, Talksport avec qui vous êtes exercé en rallye, si je me trompe pas, dernièrement. Voilà, vous touchez à tout, hein. Vous touchez à tout, Maro, même à la Formule électrique. On n'en a pas parlé parce qu'on n'a pas le temps, mais même 2 saisons de Formule électrique chez Venturi. Voilà. Bon, vous pourrez revenir si vous voulez, on parlera de Formule électrique. C'est long pour ce soir. Oui, non, on n'en parlera pas ce soir. Non, Talksport a fait un super travail. C'est une écurie neuve au GT qui a commencé avec la MGT3 en 2019 et avec quelques courses en 2019 et puis en 2020, déjà avec la pole à Dubaï, mais ensuite avec une victoire et une deuxième place pour ouvrir le championnat GT Masters. Je pense que ça a démontré qu'ils étaient très sérieux et qu'ils ont très bien travaillé. Ce que je retiens, c'était que c'était une très belle saison avec le team, avec Lucas. On s'est donné à fond. Ouais. Que finalement, le titre était notre but et a terminé 3e dans ce championnat qui, probablement, cette année, était même le championnat le plus disputé en GT3 au monde, je dirais, on va les engagés, championnat sprint, pardon. Ce que je retiens, c'est qu'une 3e place, c'est certainement pas mauvais. On peut en être fier, mais et on aurait bien voulu gagner ce titre. Et je pense que c'était possible. Mais on revient sur un peu les faits que c'est du sport auto. On a eu une casse mécanique en tête de course au Sachsenring qui nous a faire en certainement fait 2-3 petites erreurs à Hockenheim, qui n'était pas forcément notre meilleur week-end. Mais en gros, je pense qu'on s'est montré très, très compétitif. Et bon, il faut féliciter les 2 teams Porsche qui finalement nous ont battus et qui. Eh oui, exactement. T'attends, on enchaîne sur le NLS ? Oui, donc NLS, ex-VLN. Donc ça a été 4 courses, et parmi ces 4 courses, on a 2 victoires et un podium. Donc là, c'est vraiment l'expérience du circuit qui a parlé pour ces courses. Oui, c'était on va dire, un début de saison 2.0, début de saison post-confinement, oui. Qui était vraiment super pour nous. La pole position dans la première manche de NLS. Meilleur tour en course. Oui, d'ailleurs. On dépasse le leader, on gagne la course sur la piste. Par contre, on prend une pénalité pour avoir sorti descendre, je crois, une seconde trop tôt. Donc, on termine 2e. Très, très bon résultat. Première course pour Racing Team, pour HRT. C'était un super début. Et puis, on enchaîne avec doublé sur le week-end NLS 2-3. Où là, sur le coup, c'est nous qui étions chanceux parce que la Oui, Maro, si tu nous entends, on a une petite coupure à nouveau. C'est que la connexion a fatigue, c'est pour ça. Oui, la connexion aussi, elle fatigue, exactement. C'est le dernier virage avant la ligne d'arrivée, c'est normal. C'est normal. C'est compliqué. C'est l'heure du ravitaillement. Oui. Voilà, ça y est. Ouais, c'est bon. Non, il veut pas de nous en tant que coéquipier, c'est tout. C'est Voilà, ça. Pourtant, on fera un bel équipage. On fera un bel équipage. Ouais. Voilà. Alors, allez-y, Maro. Je suis sûr que vous m'entendez. Oui, on vous entend bien. Oui. C'est vrai que la connexion tient. Je demandais à ma femme, à mon avis, elle est en train de regarder Netflix. Elle télécharge des jeux vidéo. Ouais, film de Noël. Ouais, peut-être. On va la laisser regarder quand même. Oui. Non, le doublé en LNS 2 et 3, c'était super. Et pour le nouveau Racing Team, c'est quand même fait très, très rapidement. C'était fantastique. C'était un gros succès. On a été très contents. Et puis Nathan va vous en parler aussi. Oui. Un record sur la Nordschleife, mon cher Nathan. Oui, avec la voiture de série AMG GT Black Series.
qui est une voiture assez impressionnante avec un énorme aileron arrière mobile, il me semble. Et cette calandre qui est récupérée de la version GT3, ça doit être des sensations qui doivent être incroyables de rouler avec une voiture de série sur ce circuit. Ah, tout à fait, c'est une voiture juste exceptionnelle. Bon, je savais, on va dire, à quoi pointer les ingénieurs de chez AMG quand je suis monté la première fois dedans, mais quand j'ai eu la possibilité de conduire une voiture test la première fois cet été, j'ai de suite été impressionné parce que je savais que on va dire, les temps que Porsche avait démontré avec leur GT2 RS, c'était des temps sérieux avec une voiture de route, d'usine, de rouler en dessous de 6 minutes 50, c'est très très vite. Et quand je l'ai conduite la première fois, j'ai de suite été bluffé. Et puis on a eu l'occasion d'un petit peu d'affiner le setup, quelque chose qui est particulier. Cette voiture, elle a la possibilité de réglage de setup pour les clients, qui sont presque toutes les possibilités qu'on a sur la MGT3. Donc, diffuseur de caisse, l'aileron arrière, bien sûr. On a le splitter devant, le diffuseur avant, sortir pour avoir plus d'aéro avant en mode track. On a les réglages des amortisseurs, on a des barres anti-roulis. Donc, vraiment beaucoup de réglages, le carrossage, bien sûr, la chasse, tous les réglages qu'on connaît du sport auto. Tout ce savoir-faire qui a été intégré. Et c'est beau à voir aussi qu'il y ait ce transfert de technologie de la course, du circuit, sur la voiture de route et qui finalement fait un produit qui est juste incroyable. Parce que 43 avec une voiture de route, c'est une voiture de série surtout, non modifiée, c'est vraiment impressionnant. C'est une AMG GT3 mais version de route en fait. Ouais, c'est ça. 4 chevaux aussi, donc c'est sûr plaisir quand on met le pied sur le gaz, c'est juste phénoménal. Et puis pareil, la facilité de la conduire, c'est quelque chose qui a toujours été un point fort, autant pour notre voiture de course, autant pour les voitures de route. Que ça donne beaucoup de confiance, beaucoup de feedback aux pilotes et que ça le met en confiance et que c'est sûr pour extraire le maximum, il faut toujours un peu se battre, mais il faut aller très très loin, très très vite avec et se sentir en toute sécurité. Donc c'est quelque chose que les ingénieurs ont juste fait un travail fantastique. C'est un tour en 6, on l'a pas dit, un tour en 6 minutes 48 secondes et 47 millièmes. C'est un V8 de 4 litres biturbo, maison, entre guillemets, qui développe quand même 730 chevaux. Et j'ai lu, parce que j'y étais pas, malheureusement, ça aurait pu être sympa d'assister à ça. 270 km/h sur le tronçon de Kesselchen, c'est ça? C'est ça, ouais. 310 et puis un petit peu plus de 310, 311, je crois, au bout de la demi-heure. Oui, c'est bien ça. C'est un peu plus vite en ligne droite que la MGT3. Ouais. Voilà, c'est ce que j'allais dire. Je voulais lui faire dire. Il a dit. Pardon, Maro, je recommencerai plus. Et puis, non, blague à part, des conditions climatiques qui n'étaient pas forcément, encore une fois, ultra, comment dire, bonnes. Voilà. Il y avait des parties humides. J'ai re-regardé la vidéo cet après-midi, il y avait des parties humides. Ça commence à ressembler un petit peu au qualif des 24 heures au début. Et oui. Il y avait une journée magnifique, il y avait soleil, par contre, il avait plu dans la nuit. Et ça sèche pas vite. Puis qui mettent très longtemps à sécher parce qu'ils ne sont pas au soleil, justement, toute la journée ils ne sont pas au soleil. Ouais. Et en fin de journée, sincèrement, on pensait que c'était mort. On a dit, bon, on est là, on fait tout l'effort, on a essayé de sécher la piste avec ce qu'on avait comme voiture de route, autre voiture. Mais ça n'a pas suffi pour sécher entièrement et on a dit, bon, on va tenter un coup et ça a réussi. On était surpris que ça a suffi pour battre le record. Il y a plusieurs tentatives où ça a été fait sur un seul tour. Non, il y a eu une première tentative, une journée où on avait planifié de rouler, où il a plu la journée entière, donc il a dû sortir la voiture. Et à ce moment-là, c'était vraiment le premier tour de la journée. D'accord. Donc malheureusement,
aurait bien voulu attendre un peu plus longtemps, mais il commençait à faire nuit aussi, donc c'était un peu complexe. Merci en tout cas, Maro, pour tous ces détails, parce qu'on a suivi ça de près quand on a appris que vous aviez battu ce record avec Mercedes. Bravo à vous et bravo à eux, à tous les ingénieurs et toutes les équipes d'AMG. Pour conclure le live, quelques questions rapidement. Une saison courte et intense à cause du Covid. Ça n'a pas été trop dur d'enchaîner vos 35 courses? C'est vrai que c'était exceptionnel. 14 week-ends de suite, on a fait avec ça. C'est un privilège avant tout. Je l'ai dit tout à l'heure, pour moi, c'est un grand merci à tous les organisateurs, donc Stéphane Rattel avec son équipe, la DAC en Allemagne, et surtout à Mercedes AMG et aux équipes qui ont été prêts dès que c'était possible de courir, parce que il y a tellement de distances qui dépendent du sport auto, donc que ce soit les mécaniciens, les ingénieurs, les team managers, bien sûr aussi les pilotes. Il y a beaucoup de personnel, les journalistes. Il y a beaucoup de personnel qui dans le sport auto est payé en freelance. Donc, ce ne sont pas des gens qui vont toucher à de l'aide, on va dire. C'est très important de courir. Et pour nous, c'était un plaisir et un honneur. Après, c'est sûr que c'est un challenge unique d'enchaîner autant de week-ends de suite. D'habitude, dans une saison normale, je crois qu'on avait 6 ou 7 peut-être. C'est déjà beaucoup. Donc là, d'enchaîner 3 mois et demi de course chaque week-end, c'était un bonheur, mais c'était aussi un challenge au niveau de la gestion d'énergie. Ouais. Des voyages aussi, surtout, parce que de voyager, c'était un peu plus compliqué. D'habitude, on avait un vol le dimanche soir pour rentrer à la maison. Là, c'était forcément le lundi après-midi. Oui. Il fallait repartir un peu plus tôt. Mais je ne veux pas du tout me plaindre parce que c'était un bonheur. J'ai beaucoup apprécié. Je pense qu'il y avait beaucoup de positifs. Et oui, logiquement, il fallait tenir le coup physiquement. Quels sont les projets pour 2021 ? Gagner le plus de courses possible. Ça, c'est les gros projets. Alors, je souhaite qu'on puisse retourner à une certaine normalité à un certain moment où on peut accueillir le public. Moi, j'ai une petite question. Virginie, oui. Une question d'Alban et de Florent Guittel qui s'interrogent. Pourquoi on ne vous voit jamais sur les 24 heures du Mans ? Est-ce qu'on vous verra en 2021 ? Alors, c'est certainement pas par manque d'envie. C'est sûr que je suis les 24 heures du Mans toutes les années et pour moi, c'est quelque chose que j'aimerais bien participer. Par contre, c'est vrai qu'avec la réglementation actuelle, on n'a pas de voiture qui est éligible pour participer au Mans. Donc pour une raison ou une autre, il n'y a pas encore eu l'opportunité qui s'est présentée. J'espère que dans le futur, ça sera le cas à un certain moment, parce que c'est sûr que déjà de faire cette course, c'est en but. De l'emporter un jour encore plus, mais on verra le futur. Je crains que 2021 sera peut-être pas encore l'année. D'accord. Et ça vous tenterait plutôt en GT, Maro, ou si on vous dit tiens avec une LMH ou une LMDH, pardon, je vais y arriver, c'est quelque chose que vous diriez OK. J'imagine que vous prenez tout ce qui, entre guillemets, peu importe la voiture, entre guillemets, voilà, je vous embête un peu, mais un projet comme ça peut être bien. Partant. Ouais. Un volant et 4 roues, c'est partant, mais oui. Je pense que le challenge est grand dans les deux catégories, parce que oui. c'est une grande course comme est le Nürburgring Bathurst. Je pense que ça fait partie des Daytona, ça fait partie des classiques et c'est jamais simple. Le challenge est gros. C'est sûr que en proto, je pense que ça doit être une autre sensation encore quand on a une vitesse en courbe dans les virages rapides, encore plus d'aéro, ça doit être encore un peu plus, plus émotionnant. Oui, c'est ça, émotionnant. Maro, c'est Mercedes qui vous empêche, entre guillemets, de faire les 24 heures ou c'est pour d'autres raisons? Parce que Vincent, il a eu de la chance, lui, il a été contacté, hop, il est parti chez M Racing avec Car Guys
Voilà. Alors l'année d'avant, c'était un peu plus sympa. Il était avec Louis Prête et le papa de Louis, que vous devez sans doute connaître. Voilà, donc c'est plutôt Mercedes qui vous retient ou c'est indiscret de vous poser la question? Vous n'êtes pas obligé de répondre. Non, mais Vincent, il a la chance, entre guillemets, de ne pas être exclusif avec un constructeur. Voilà, c'est ça. Dans ce cas-là, c'est clairement un avantage. Mm. Ça a des choses qui sont un peu moins inconvénients aussi. C'est une situation où il se trouve dans sa carrière qui, pour moi, est une très bonne chose pour lui. Il a beaucoup d'opportunités. Et une très bonne chose. Moi, maintenant, je suis avec Mercedes et pilote d'usine à plein temps. D'ailleurs aussi avec un contrat d'ambassadeur, donc Oui. de courir avec une autre marque, pour moi, c'est compliqué. C'est toujours à la discrétion de Mercedes et d'AMG, voir si me libère pour ce genre de projet. Donc aujourd'hui, c'est plutôt pas envisageable. On verra dans un futur. Oui, effectivement. Les choses peuvent changer et évoluer. Maintenant, en LMP2, si quelqu'un cherche un pilote, il n'y a pas de souci, appelez-moi, on en parle. D'accord. Moi, je chargerai Alban de vous envoyer quelques numéros de téléphone. Voilà. Mon collègue Alban qui n'est pas là ce soir a de bons contacts. Voilà. Évidemment, je plaisante, Maro, bien sûr. Nathan, on parle d'avenir maintenant. Oui, le GT3 et le GTE qui sont des catégories différentes. On sait que le président de Porsche a déclaré que le GTE avait pas mal d'années devant lui. Mais est-ce que le GT3 pourrait venir au Mans? Alors, qui circule dans le monde du sport auto depuis un moment. Personnellement, je ne vois pas pourquoi une GT3 ne pourrait pas couler au Mans. D'ailleurs, il est déjà. Je pense que ce serait une belle catégorie et ça donnerait accès à de nombreux constructeurs, teams et pilotes, parce que je pense que la catégorie GT3 s'est clairement démontrée avec énormément de succès. Quand on voit les grilles qu'il y a dans les manches d'endurance ou aux 24 heures de Spa avec 10 voitures dans le passé, je pense que ça démontre le succès qu'a eu Stéphane Rattel avec cette idée. Oui. Donc, je pense que oui. Maintenant, après, est-ce qu'il y a des obstacles, politiques ou d'autres enjeux, je ne sais pas, je peux pas commenter, mais c'est sûr que si un jour ça deviendrait possible, je pense que pour nous, pour notre marque, pour notre team, c'est clairement quelque chose de très intéressant et je pense être quasiment sûr qu'il y a des teams qui vont y aller. On a presque terminé. Une petite question sur la nouvelle réglementation GT3 qui va arriver en 2023. Il est question d'avoir des voitures hybrides. Moi-même, je cherche, mais je trouve pas je sens pas forcément que c'est acté tout ça, que c'est sûr à 100%. J'ai l'impression que c'est encore en pourparlers et il y a un certain coût, hein, on le sait. Alors, dans la catégorie Rennes, la Formule 1, on sait que ces moteurs hybrides coûtent très cher. Il y a un coût d'exploitation qui est énorme, même si beaucoup de marques ont l'ingénierie pour gérer ces moteurs-là. Ma question, c'est ça, c'est est-ce que pour vous, vous voyez d'un bon œil, ou c'est pas ça la question, c'est est-ce que d'un point de vue image, le GT3 a intérêt de faire ça? Voilà. Je ne vais pas vous mettre dans l'embarras, mais parce que nous, on est un peu à l'ancienne, même si Nathan est plus jeune que moi, on aime bien les moteurs thermiques. Voilà, on aime bien les moteurs thermiques qui polluent un peu. Moi, c'est moi qui le dis, hein, les moteurs hybrides polluent aussi, de toute façon. Ça, c'est moi qui le dis. Mais est-ce qu'en termes d'image, l'hybride a plutôt intérêt à venir en GT3? Maro, si vous pouvez nous répondre. Alors, je pense que tous les constructeurs qui sont engagés en mettant une voiture GT3, forcément, dans leur développement, dans leur pensée, l'hybride fait partie de leur idée et de leur stratégie dans le futur. Je pense qu'il ne faut pas être fermé à ce côté-là. Il faut aussi bien amener les constructeurs avec soi dans leur
réglementation de GT3, tout en faisant attention à ce que on protège, on va dire, les points forts aussi du GT3 d'aujourd'hui. Parce que c'est sûr que d'un certain point de vue, il y a des points forts, il y a des points forts qu'on a actuellement avec justement des moteurs thermiques qui sont très appréciés et qui ont de nombreux fans. Et je pense moi je fais partie de la génération et je ne sais même pas si c'est uniquement une question de génération. Je pense que c'est aussi une question de sensations et d'émotions. J'aime bien les moteurs qui font boum boum. Je pense que c'est quelque chose On est bien d'accord. qui émotionne quand on met en marche un moteur dans un garage ou quand on voit passer les voitures dans les droites descendre ou sur les gradins. Quelque chose de spécial. Donc, moi, je suis tout à fait ouvert à voir plus de cette station et des idées. Et je pense qu'il faut rester ouvert à du nouveau parce que l'hybride amène aussi beaucoup de points positifs. Oui. En termes de perfo, c'est quelque chose d'extrêmement performant. Mais je pense qu'il faut bien réfléchir et voir les points forts. Il y a également la responsabilité qu'on a tous à protéger notre planète et laisser à je suis bien d'accord. Les enfants de nos enfants et ainsi de suite. Mais il faut aussi considérer certaines technologies comme peut-être l'essence, la parole française, il y a des essences écologiques, il y a des essences qui potentiellement peut également aussi réduire le CO2. Les émissions de CO2, oui. D'une très grande manière. Donc il faut rester un petit peu ouvert à toutes ces choses parce que notre devoir en termes de sport auto, c'est aussi d'être un peu les leaders dans le développement de technologies qui peuvent s'introduire dans les voitures de série, de route, et qui vont vraiment avoir un grand impact. Donc je pense qu'il faut rester un petit peu ouvert à tous ces côtés-là, tout en gardant, garder l'essence. C'est exactement, garder l'essence, garder un petit peu ce qui rend le sport auto et le GT aujourd'hui aussi beau et populaire, oui. Nathan. Oui, donc en plus c'est une transition tout bien trouvée avec cet avenir qui va commencer à se construire. On a vu que la FIA voulait développer une nouvelle catégorie qui est la IGT, 100% électrique, du coup des GT 100% électriques. Donc la question c'est, ce serait pour ou contre? Est-ce que voilà, ce serait une bonne, c'est la bonne marche à suivre? Je pense que c'est une catégorie excitante. Donc j'ai un passé en Formule E. Moi j'ai apprécié mon temps en Formule E. Je sais que j'ai interview de Loïc qui faisait un petit peu de polémique en disant que les pilotes ils ont pas vraiment apprécié la Formule E. Personnellement, moi j'ai beaucoup apprécié. Certes, c'est pas les voitures les plus rapides du monde. Après, c'est pas les plus lentes non plus, faut aussi le dire. Et les circuits sont surtout très étroits. Il y a un gros challenge. Moi personnellement, je pense que Loïc aussi, si je ne me trompe pas, il a dit ça. J'ai beaucoup apprécié le challenge de la catégorie parce que sinon le format était compliqué, les circuits compliqués, gérer l'énergie c'était pas facile. Et je pense qu'il y a du mérite à proposer une catégorie GT parce que GT a tellement de succès, il y a tellement de dans le monde, le nombre de courses GT3 qu'il y a aujourd'hui, c'est incroyable. Oui, il y a un gros marché et non seulement qu'il y a un gros marché, il y a aussi un grand public qui le suit. Quand vous voyez, quand vous passez dans des supermarchés, que vous voyez qu'il y a des voitures en vente ou des jouets, des modèles, des voitures, et ainsi de suite. Donc, je pense qu'il y a du mérite d'avoir une catégorie GT électrique. Personnellement, je pense que ça peut être une très bonne chose. Et comme je vois personnellement, j'ai toujours dit, pour moi, la Formule E ne remplacera pas la Formule 1, c'est juste une autre deuxième voie, une deuxième option, on va dire, une deuxième catégorie, et ça peut très bien coexister. Autant je pense qu'en GT, ce serait envisageable qu'il y a une catégorie thermique ou
hybrides qui coexistent avec les catégories électriques. Ouais, tout à fait. Alors, les courses seront pas en même temps, mais les premières courses seront pour 2023. La promotion, la FIA va commencer à promouvoir ce championnat en 2021, dans quelques jours. Et on aurait déjà 2 marques qui sont intéressées. Alors, je crois que c'est Audi et Porsche qui sont intéressés. Il manque plus que Mercedes et puis c'est bon. On a les 3 Allemands et ça pourrait être sympa. Mais voilà, c'est en gestation et je pense que ça va arriver sur de belles choses et des beaux championnats en tout cas. Voilà. Tout en gardant l'esprit du GT parce qu'il faut changer la batterie et c'est ce qui est le plus compliqué à faire. C'est ce qui sera le plus compliqué, mais apparemment c'est possible. Voilà. Voilà, on voulait conclure sur l'IGT pour ça. Virginie, je te laisse poser quelques questions et puis on fait le ni l'un ni l'autre pour terminer. Alors, quelques petites questions. C'était concernant tes saisons. Quelle est celle que dans ta carrière, quelle est la chose que tu retiens le plus? C'était une question de Magali. Meilleur souvenir. Les meilleurs souvenirs. Un seul. Hein. Un seul, Maro. Ah bah oui, tant qu'à le faire. Le meilleur. Le plus beau. C'est le meilleur. Titre, Ou quelque chose qui t'a marqué. Ouais. Il y a un titre où je suis particulièrement fier, c'est le titre de la Coupe du Monde. J'étais World Cup avec la remise des prix à Paris à l'époque, c'était de la FIA. C'est une mémoire fantastique. Très bien. J'ai également une question d'Emmanuel qui voulait savoir quelle est pour toi la course des 24 heures la plus prestigieuse. Ça, c'est la question piège. C'est pas nous. C'est pas nous, c'est les membres, les auditeurs, pardon. Personnellement, j'adore les courses 24 heures, mais pour moi, Nürburgring, c'est un petit peu spécial à moi et à mon cœur. J'y tiens beaucoup. Alors, petite question pour le futur. Est-ce que tu envisagerais de former ou d'entraîner des pilotes par la suite? Je dis par la suite, on se projette. Hein. C'est une question de Magali. Je sais pas si c'est un projet comme une école de conduite, mais à passer son savoir-faire, je pense que c'est un devoir qu'on a tous à passer notre savoir-faire à la génération plus jeune. Donc oui, tout à fait. Oui. Ce serait en karting? Pourquoi pas aussi. On te donnera le contact, Virginie, tu pourrais faire du karting avec Maro. Je rappellerai Maro. Tu dormiras à la maison et on fera du karting à Brignoles avec Maro, Nico Rosberg et j'oublie Charles Leclerc. Voilà. Parfait. Voilà, ça peut être pas mal. À Brignoles, ça peut être bien. Sympa. Voilà, d'accord. Voilà, Virginie, t'as plus qu'à venir. Il a dit oui. Hein. Yes, il y a plein de témoins, cool. Ça marche, Virginie. Bon pour les questions. Ça marche, ok. Alors maintenant, Maro, on va conclure, vraiment. On appelle ça chez nous, c'est une tradition qu'on a dans l'émission. On vous demande toujours en début d'émission comment vous avez connu le sport auto, ce qui est la base de tout, évidemment. Et on termine par un petit jeu. On va vous donner 2 possibilités à chaque fois. Il n'y en a pas beaucoup. Et vous devez absolument choisir. Voilà. Et c'est moi qui commence. Les 24 heures de Spa ou Nürburgring? Nürburgring. Monaco ou Munich? Monaco. F1 ou IndyCar? Et Racing ou vélo? Vélo. Rosberg ou Hamilton? Rosberg. Cuisine française ou allemande? Allemande. Un bon schnitzel. Comment? Ça a coupé, j'ai pas entendu. Ouais. Un bon schnitzel. D'accord, ok. Une escalope. Oui, une escalope, tout à fait. Très bien. Le circuit Paul Ricard ou Manicourt? Manicourt. FE ou Formule BMW? FE. Et pour finir, le raidillon ou le carrousel? Le raidillon. Le raidillon, très bien. Pas mal le raidillon. Ouais, le carrousel. Différent. C'est beau, mais ça secoue beaucoup. Ouais. C'est bétonné, c'est un peu différent. C'est différent. Le raidillon émotionne plus et reste un challenge tout au long de la course. Ouais, exactement.
Allez, si vous deviez choisir deux pilotes, Maro, pour gagner aux 24 heures du Nürburgring la semaine prochaine, voilà. Vous prenez qui? Il faut vous dépêcher, vous n'avez pas le temps. Vous prenez deux pilotes, tous les pilotes du monde sont devant vous. On va dire ça comme ça. Allez, vous en choisissez deux. C'est pas très excitant, hein. C'est mes deux équipiers, Manuel Metzger et Lucas Stoltz. Très bien. Je suis convaincu que c'est des mecs non seulement super, mais qui vont extrêmement vite enfin, qui ont tout ce qu'on peut espérer. On verra. Un jour, je lui ai dit à Vincent, un jour, il sera dans la liste, mais il faut qu'il fasse ses débuts sur cette liste magnifique. Il va adorer. Donc, on va voir. Ouais. Va peut-être évoluer cette liste. Oui. Oui, Vincent, qu'on suit de très près en GT Open aussi, où il a performé avec AF Corse et APM Monaco. Vraiment une belle saison qui s'est pas très bien terminée, mais voilà, le pauvre, il y pouvait rien. Et en tout cas, on était ravis de le recevoir, comme on l'a été avec vous, Maro. Merci énormément, infiniment, d'être venu nous voir. Voilà. Nathan, qui m'a accompagné pendant ce live, est ravi aussi. Et c'est un bon moment de partage. Et nous, on cherche à promouvoir le sport automobile, qui en France n'est pas forcément apprécié, on va dire. Et c'est un peu compliqué en France, le sport automobile. Et nous, on est passionnés en tout cas. Et on est ravis de recevoir des pilotes comme vous. Et c'était vraiment un plaisir. Avec plaisir et merci à vous. C'était toujours agréable d'échanger un petit peu avec des passionnés. À la fin, on est tous des passionnés du sport auto. Donc, en tant que pilote, en tant que fan, en tant que membre de team, on a tous la même passion. C'est vrai. En tout cas, nous, on est content de suivre ce championnat GT3, tel qu'il soit d'ailleurs tout au long de l'année. Et rendez-vous bientôt à Dubaï déjà pour commencer, sans pluie, j'espère, au sec. Et puis voilà. Merci beaucoup en tout cas de nous avoir suivis. Merci à Virginie d'avoir posé les questions du chat. Merci Nathan d'avoir préparé cette émission avec toi. On s'est régalé Avec aussi. plaisir. Ouais. Et puis merci Willy qui était aux manettes. Et rendez-vous pour le prochain live avec Fabrice et Alban qui eux s'occupent de l'IMSA et du Wake. Voilà, on se sépare un peu les rôles. Et en tout cas, on est ravis de recevoir des pilotes comme vous qui venez sur nos lives nous raconter votre saison et les moments forts de cette saison 2020 très très particulière. Voilà. Merci à vous, Maro. À bientôt. Passez de bonnes fêtes. Bonne chance. Bonne saison. Voilà. On dit merde en français. Voilà, pour la saison 2021. Voilà. Bonne chance. Je vous dis merde, bonne chance. Voilà, c'est ça. Bonne chance. Merci 2021. Maro, bonne soirée. Merci, au Bonne revoir. soirée. À bientôt. Merci. Au revoir. Merci à tous de nous avoir suivis. Ciao, ciao. Ciao. Ça, merci.